Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui, je réalise un rêve d'enfant car j'ai l'immense privilège de recevoir l'acrobate, monsieur Jean Ragnotti, pilote de légende et virtuose des 360. À travers cet épisode, Jean nous raconte son enfance, celle d'un fils d'agriculteur du Vaucluse qui très vite fait les 400 coups avec un besoin permanent d'exploiter à 100% les machines qu'il a entre les mains, que ce soit un vélo ou même un tracteur. Vous l'avez sûrement déjà compris, Jean est bien loin du monde de la course automobile, pourtant il en rêve déjà. Et seuls ses copains sont alors conscients du génie de son coup de volant. Quelques années plus tard, à force d'économie, il finit par réussir à s'acheter la voiture de ses rêves avec laquelle il veut s'engager en rallye, une Renault R8 Gordini. Nous sommes alors en 1967, le reste de son parcours est légendaire. Je ne vous en dirai pas plus au risque de vous spoiler, même si je sais que vous êtes nombreux à en savoir déjà beaucoup sur ce grand homme. Bref, je pourrais vous faire une intro interminable tant j'ai été touché par cette rencontre qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. Cet épisode est une véritable pépite, Jean Ragnotti s'est livré comme il ne l'a jamais fait auparavant et vous allez découvrir beaucoup de ses histoires et anecdotes passionnantes en exclusivité. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la boîte à gants. En effet, allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. D'ailleurs, il y aura un vlog avec Jean Ragnotti. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la boîte à gants et sur votre plateforme de podcast préférée, pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Et vous pouvez découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis mais à l'ensemble du podcast. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Jean. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir dans la boîte à gants et je t'avoue que je suis comme un gosse d'être chez toi là pour enregistrer ce podcast. T'as plein de surnoms, on te surnomme l'acrobate, Jeannot, mais est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour que les rares personnes qui n'ont toujours pas compris qui tu étais, le comprennent enfin? Bien, donc je suis né le 29 août 1945 à Carpentras, dans le Vaucluse. Et je suis resté dans le Vaucluse jusqu'à 23 ans, 24 ans par là, avant de monter à Paris. Mais avant ça, j'ai donc un peu d'école, un peu de travail dans la ferme agricole de mes parents. À 18 ans, ça a été le grand chamboulement parce qu'à 18 ans, j'ai passé le permis de conduire voiture et quelques jours après, poids lourd. On reviendra sur tout ça à travers les anecdotes. Juste ton nom, comment tu t'appelles? Ah, je n'avais pas mis le nom, j'avais mis juste là où j'étais né. Donc, je suis Jean Ragnotti et d'origine du côté de mon père italienne et du côté de ma mère espagnole. Tes parents étaient agriculteurs dans le Vaucluse, c'est ça? Voilà, ils sont arrivés... dans les 2 cas, c'était des immigrés. Et leurs parents, eux, sont nés en France, dans le sud de la France. Et c'est leurs parents qui sont arrivés au début du siècle dernier. Voilà, aux alentours de 1900, 1903, un truc comme ça. Et toi, donc, tu n'as aucun lien avec l'automobile, en tout cas dans tes origines familiales, mais tu as eu un rapport à la compétition assez rapidement. Et tu m'as raconté une anecdote, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu m'as dit que vers 5-6 ans, ça a déjà commencé la compétition avec une compétition assez particulière. Ouais, c'était bien peut-être 4 ans. 4 ans. Ouais. Et donc, dans ma tête, la compétition, ça a été ancré très, très vite, puisque les premières courses que j'ai faites, c'était des courses de bâtons de bois. Et donc, il y avait un canal de l'autre côté de la route où habitaient mes parents. Et j'organisais mes courses à moi, que pour moi. Et je prenais des bâtons, alors un de 10 cm et un de 15 cm, que je lâchais. J'étais sur un pont, le pont faisait à peu près 8-10 mètres de long. Et je lâchais les 2 bâtons en même temps. Et je courais vite à la sortie du pont pour les récupérer, pour voir lequel des 2 bâtons avait gagné. Si c'était celui de 15, celui de 20. Et donc, je faisais mes premières courses comme ça. Et déjà, mes premières gamelles en vélo,
parce que moi, j'avais un petit vélo et je faisais des petites conneries. Hein. Quand il y avait un talus, au lieu de le prendre à côté, je passais par-dessus le talus pour sauter un petit peu comme en motocross ou en vélocross aujourd'hui. À l'époque, le vélocross n'existait pas, je pense. Et donc, tout ce qui me tombait dans les mains, il fallait que je fasse le maximum avec. Après, on a continué plus tard avec les tracteurs, et puis les voitures plus tard. On va raconter, il y a plein d'anecdotes là-dessus, il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, tu parlais de l'âge de 5-6 ans, tu as commencé à toucher ton premier volant sur les genoux de ton père? Ouais, sur les genoux de mon père avec une Juve A4. Une Juve A4 où j'avais à peu près 7 ans. Donc, il m'a mené... à cette époque-là, la maréchaussée n'était pas trop regardante. Hein. Donc, même si on tombait sur des gendarmes alors que j'étais sur les genoux de mes parents, on ne se faisait pas arrêter pour autant. Hein. Et donc, quand mon père allait à Carpentras, qui était à 4 km de la maison, ou à Pernes-les-Fontaines, à 3 km, enfin, dans les environs, il me mettait sur ses genoux. Et alors, au début, pas trop, donc ça l'avait surpris, mais après, il faisait gaffe. Mais je conduisais normalement, sauf les pédales de frein, d'embrayage, tout ça. T'étais trop petit pour les toucher encore. J'étais trop petit, ouais. Donc, lui avait l'accélérateur, les freins, tout ça, l'embrayage. Et moi, j'avais le volant et les vitesses, bien sûr. Et donc, je roulais. Et puis, quand je voyais des animaux au bord de la route, ça, c'est pas très sympa au jour d'aujourd'hui, mais à l'époque, on ne prêtait pas attention trop à ce qui se passait au bord des routes. Donc, quand il y avait des poules, des trucs comme ça, d'un coup, je mettais un coup de volant à droite pour aller faire peur aux poules. Les taquiner, quoi. Ouais, voilà, les taquiner. Et alors, elle s'envolait à droite, à gauche. Et donc, au début, mon père s'est fait surprendre plusieurs fois comme ça. Et après, au bout de quelques allers-retours sur ses genoux, comme ça, au bout de quelques temps, il faisait attention quand il voyait qu'il y avait des poules ou des trucs comme ça à bord de la route, il était prêt à prendre le volant immédiatement. Mais au début, je lui ai fait quelques petites trouilles. Mais est-ce que ça l'amusait pas un peu tes petites conneries aussi? Oui, parce que mon père n'a jamais fait de course, il n'a jamais eu du tout la possibilité d'en faire déjà. Mais il conduisait bien. Je me rappelle que tous ses copains, les voisins, tout ça, quand on allait à la pêche, quand on allait à un truc, je le voyais conduire et je voyais qu'il conduisait très bien. Alors les voitures de l'époque, hein, c'était... il n'y avait pas d'électronique. Hein. C'était les voitures avec la direction, c'était un peu un bout de bois, un petit camion, quoi. Mais au niveau trajectoire, il roulait bien et c'est vrai qu'il aimait bien quand je déconnais un peu. Ouais, t'étais un petit casse-cou, tu le disais par rapport au vélo. Je crois que tu m'as raconté même qu'à 10 ans, il t'a offert un vélo tout neuf, tu l'as détruit en une journée. Voilà. Et mon père, des fois, quand on allait à la pêche, qu'on attrapait des poissons, on les mettait dans un sac, style sac de pommes de terre, hein, un gros sac. Et quand il y avait des gens qui étaient de l'autre côté, qui pêchaient de l'autre côté du Rhône, de la Durance, ils me mettaient dans le sac, ils fermaient le sac, et moi, je roulais avec le sac au bord de l'eau, à droite, à gauche, et on entendait les gens en face, de l'autre côté, qui disaient « Oh là là, il a dû en attraper un gros de poisson, tu as vu ?» Ouais. Alors donc, lui aussi, ça l'amusait pendant un petit moment, et puis après, il me lâchait. Après, il m'a ressorti du sac quand même. Hein. Ouais. Moi, il y a une histoire, en tout cas, que tu m'as racontée dans toutes tes conneries, parce que je pense qu'on pourrait en dire des wagons. Il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, je crois que c'est aussi vers tes 10 ans. C'est que tu avais un petit jeu, peut-être pour tromper l'ennui, je sais pas, mais tu lançais des tomates bien mûres sur les voitures qui passaient. Voilà, ouais. J'avais un autre copain et on va dire que peut-être comme si on s'ennuyait un petit peu. Quelque part, il y a un peu de ça. Mais pour s'amuser un peu plus que la normale, on jetait des tomates bien mûres qui s'écrasaient sur la porte de la voiture, sur l'aile, sur le machin. Et donc, ça apportait juste un petit coup de rigolade, quoi, parce que les gens, ça les surprenait quand même un peu. Et puis, à un moment donné, au bout de un an ou deux, peut-être, on en a eu assez de jouer avec les tomates. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas des melons? Et les melons, c'est quand même un peu plus dur que les tomates.
Et là, un jour, je l'ai fait pas souvent, hein, parce que l'accident est arrivé très vite. Mais un jour, il y a un gars qui passe devant la maison, là où on était, et je balance le melon. Il avait la vitre baissée et il a pris le melon dans le visage. Et donc, ça l'a un peu, pas étourdi, mais ça l'a surpris, plus que surpris. Il a mis un coup de volant, il est parti un peu en tête à queue et il est tombé dans un canal pas très profond, mais un canal où il passait 50 cm d'eau. Et il a fallu sortir la voiture avec un tracteur, machin et compagnie. Il n'y avait pas beaucoup de dégâts sur la voiture, mais en tout cas, au niveau de mon père, ça a été quand même la grosse engueulade, et plus que ça même. Il a cherché, à cette époque-là, on ne mettait pas les gens en prison quand ils mettaient une fessée à leurs enfants. Hein. Et donc, plus qu'une engueulade et même un peu plus, il a cherché à le faire, et moi, j'ai cherché à me débiner. Et le seul truc, c'est que pour pas avoir donc cette raclée, je ne rentrais pas le soir à la maison et je dormais avec les chiens dans la voiture. C'est une 2 chevaux camionnette, je crois, à l'époque. Et donc, on avait 2-3 chiens et je dormais avec les chiens. Alors, ça durait pas longtemps, hein, une nuit ou deux maximum. C'est déjà pas mal quand même. Ouais, une nuit ou deux maximum. Et là, le matin, au lieu de prendre le petit déjeuner avec eux, il y avait une épicerie à côté. Et j'allais à l'épicerie, le gars me donnait une tranche de jambon avec un morceau de pain et je me faisais un petit sandwich avant de retourner à l'école, quoi. De retourner à l'école. Et à l'école, je suis allé jusqu'à 14 ans. Certificat d'études, c'est ça? Voilà, ce qu'on a appelé à l'époque le certificat d'études. Et j'ai arrêté à ce moment-là. Et donc après ça, il y a eu la période à la ferme, où là, j'ai pu commencer de récupérer le tracteur, de conduire le tracteur, de faire les labours dans les champs, de faire tous les entretiens qu'il y avait à faire. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passait à l'époque, c'était t'arrêtes tes études, tu travailles avec tes parents. Voilà. Il n'y avait pas d'autre choix. Ah oui, parce que je ne pouvais pas faire du karting ou faire autre chose à cette époque-là. Donc, je regardais quand même de temps en temps, il n'y avait pas beaucoup de courses de retransmises à la télé. Mais je regardais sur les journaux... spécialisés, je regardais un peu les courses de voitures et ça me plaisait beaucoup, sauf que sachant que mes parents n'avaient pas les moyens de me faire des courses, pour moi, c'était regarder les images en se disant c'est pas pour moi, quoi. C'est inaccessible, etc. Voilà, c'est inaccessible et ça a commencé de le devenir à partir du moment où je suis devenu chauffeur routier après 18 ans. On va y revenir à ça, mais ouais. Moi, il y a un premier contact, si tu veux, avec la course auto. Enfin, c'est pas vraiment la course auto, mais c'est le fameux Gymkhana que tu as fait à 15 ans, en tracteur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire un petit peu derrière ça? Alors, dans ces régions-là, je pense pas qu'il y a qu'en Provence, mais enfin, à cette époque-là, il y avait dans chaque village, dans chaque petite ville, il y avait des concours de tracteurs, des Gymkhana de tracteurs, où... il n'y avait pas d'âge requis, il ne fallait pas avoir le permis de conduire pour conduire un tracteur. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un Gymkhana pour les gens qui... Alors, c'est un truc de maniabilité. Alors, il y a la maniabilité et quand même, il y avait un petit chrono. Et, en plus de la maniabilité, il fallait faire tourner autour des quilles, machin, marche avant, marche arrière et en même temps, donc tout ça avec un chrono. Alors, c'est celui qui renversait le moins de quilles dans un temps le plus rapide qui a remporté le Gymkhana. Et je crois que c'est le premier que j'ai fait. Je n'en ai pas fait beaucoup. Et le premier que j'ai fait, donc, il y avait un endroit où on arrivait, il fallait accélérer un peu fort, tourner autour d'une quille. Et là, ceux qui n'étaient pas, ou qui n'avaient pas le tracteur adéquat, étaient obligés de faire des marches arrière. Et moi, j'arrivais là, je freinais super tard, je sautais sur la pédale de frein de la roue gauche, et je bloquais cette roue, et le tracteur partait en dérapage, et je tournais sans manœuvre, en plus, en étant arrivé vite sur l'obstacle, et en repartant assez vite. Et donc, j'avais gagné, j'avais une belle coupe, j'étais content, et c'est parti de là. Après, j'en ai fait deux ou trois autres, pas plus, et puis, pour fêter ça, en revenant, on a fait la course avec mon copain, avec son tracteur. Et on a accroché les crampons des deux tracteurs, et les deux tracteurs se sont renversés sur le côté. Et donc, il a fallu que je cours à côté du tracteur pour couper les gaz du tracteur parce qu'il tournait sur place sur la roue motrice, quoi, sur une des roues. Et donc, il tournait sur place et donc, après, on les a remis. Il n'était pas abîmé.
On avait un peu de chance, on n'avait rien abîmé. Ouais. C'était un Mike Ferguson, c'est ça le tracteur? Voilà, c'est Ferguson. Ouais. Mais tu reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un objet, tu as envie d'exploiter au maximum cet objet pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, quoi. Ouais. Puis les acrobaties, l'hiver, quand il y avait un étang, un lac, un petit lac, entre là où j'habitais et Pernes-les-Fontaines, où j'allais à l'école. Et donc, au lieu de passer par la route, j'essayais de traverser le lac en vélo. Et une fois, il y a eu une seule aussi, où le lac, la glace n'était pas assez épaisse, et avec mon cartable, le vélo et tout le bazar, on est passé à travers la glace. Le lac n'était pas profond, et donc il a fallu juste ressortir de là et retourner à la maison pour se changer, machin et compagnie. Et parce que je ne pouvais pas aller à l'école bouillé comme j'étais, quoi. Et le cartable, il a fallu sécher aussi beaucoup de choses. Donc, ça faisait partie des acrobaties. Et puis, donc, le coup du vélo, là, mon père m'avait offert un vélo, je ne me rappelle plus à quel âge. Mais très rapidement, je l'ai détruit parce qu'à Pernes-les-Fontaines, il y avait une piste de motocross internationale. Et moi, j'allais avec le vélo. Et au lieu de faire comme les gars en moto, grimper les buttes et décoller au sommet de la butte, moi, je partais de la butte la plus haute, je descendais vers le bas. Et chaque fois, je décollais. Et puis, j'ai cassé le vélo en une après-midi, j'ai cassé le vélo et à partir de là, mon père m'a acheté que des vélos d'occasion parce qu'il s'est dit, ça ne sert à rien de lui acheter un neuf, de toute manière, il va le casser. Et donc là, on est dans la période où, on en parlait tout à l'heure, entre 14 ans et 18 ans, tu travaillais à la ferme. Oui. Tu commences à rêver peut-être de courir en automobile, pas forcément d'en faire carrière, mais juste plaisir de la course. Mais tu vois ça comme inaccessible. Est-ce que tu commences déjà, je crois que tu es déjà allé sur le rallye du Monte-Carlo pour le voir passer? Oui, mais ça, c'est juste après 18 ans, dès que j'ai eu le permis de conduire. Dès que j'ai eu le permis de conduire, je suis allé le voir passer parce qu'il passait à Carpentras, enfin, il passait au Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, c'est la montagne la plus élevée qu'on a en Provence. Et on l'appelle le géant de Provence. Et donc, quand il passait par là-bas, j'allais les voir. Voir les voitures, voir les champions, voir les machins. Enfin, c'était un rallye. Il y avait 350 voitures engagées. On a eu beaucoup de voitures engagées pendant très très longtemps. C'est que ces 20 ou 30 dernières années que ça s'est réduit fortement le nombre. Mais sinon, à l'époque, c'était toujours dans les 280, 300, 350. Et donc, j'allais voir parce que voir des voitures de course très impressionné et voir des pilotes connus très impressionnés également. Et là, à cette époque-là, j'avais le permis de conduire et je suis rentré dans l'entreprise de transport de fleurs de mon beau-frère et j'ai commencé de faire des allers-retours entre la maison, Nice, Amsterdam, enfin des allers-retours. J'ai commencé à gagner un peu ma vie et c'est à partir du moment où j'ai commencé de faire des allers-retours et de toucher mes premiers mois de salaire que je me suis dit, mais si j'économise, en faisant attention, si j'économise, en 2 ou 3 ans, je peux me payer une voiture de course, et la voiture de course dont tous les jeunes rêvaient à l'époque, qui était la Renault 8 Gordini. Et je suis arrivé, je ne me rappelle pas exactement si c'est 2 ou 3 ans, mais j'ai commencé à 18 ans, et à 21 ans passés, j'ai pu m'acheter ma Renault 8 Gordini. Attends, tu vas un peu vite parce que tu m'as raconté une anecdote d'ailleurs par rapport au permis poids lourd. Parce qu'il faut quand même dire à quel point tu étais confiant quand tu y allais quand même. Ah bah oui, parce que là, j'ai eu passer le permis de conduire voiture d'abord. Et puis, 1 ou 2 mois après, j'ai dû passer le permis de conduire poids lourd. Et là, comme je connaissais le poids lourd depuis très longtemps, je connaissais par cœur le maniement de véhicules un peu lourds, un peu encombrants. Et donc, quand je suis arrivé au passage du permis, j'étais sûr que j'allais le réussir sans problème. Et je suis arrivé avec le camion de fleurs chargé, prêt à partir en tournée, alors que je n'avais pas encore le permis. Donc, j'ai garé le camion en face de l'auto-école. Ça faisait un petit moment que tu conduisais sans permis déjà ou... Ah ouais, non, mais pour des petits trajets, enfin, là, sur ce jour-là, pour aller du chargement de fleurs là, au permis de conduire, il y avait 3 km. Donc, et puis même si j'avais été arrêté, je pense que ça serait pas été très grave. Et donc, je passe mon permis de conduire. Et le gars m'a effectivement donné le permis immédiatement. Et là, avec mon petit carnet rose, là, j'ai traversé la rue. Comme il aurait dit Macron, tiens, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail.
Ouais. Finalement, je n'avais pas pensé à cette expression. Ouais. Et j'ai traversé la rue, je me suis monté dans mon camion, je suis parti en tournée. Et à partir de là, j'ai eu mon permis de conduire, que j'ai toujours aujourd'hui. On n'a toujours pas retiré. Et c'est étonnant, hein, mais oui. non, tu l'as toujours. Mais je témoigne, pour t'avoir vu rouler tout à l'heure en capture, j'ai spoilé la voiture que t'as, ça roule tranquille, hein, donc tu le garderas ton permis, y a pas de souci. Ouais, il y a des radars tous les 3 km. Et tu peux plus rien faire. Et pour rester dans cette époque-là, est-ce que c'est à ce moment-là aussi où t'as cette fameuse aventure avec une 4 chevaux, si je dis pas de bêtises? T'as une petite mésaventure avec des copains en partant à la chasse, non? Ouais. Ah oui, il y a eu une autre fois avant qu'elle soit cassée. On allait faire un réveillon, on était parti pour aller à Gap. On avait des copains là-bas, et puis on allait faire le réveillon à Gap. Et sur la route, il s'est mis à neiger assez fortement. Et alors, comme je voulais arriver à Gap, je ne faisais pas trop l'andouille, hein, et je roulais sans clou, sans rien, et je roulais quand même à 80, 70, 80, et de temps en temps, ça dérapait un petit peu. Et les autres copains qui me connaissaient tellement par cœur dans la voiture, ils auraient souhaité que je fasse beaucoup plus de dérapages, beaucoup plus de trucs. Et à un moment donné, juste un peu avant Gap, il y avait 20 cm de neige sur la route, bien damée, bien dure. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Si elle avait été molle, j'aurais peut-être pas fait de peur d'aller jusqu'au sol. Et donc, les autres, ils m'énervaient un peu comme ça. Et à un moment donné, je leur dis, tiens, il y a mon lacet qui est défait, tiens le volant, il faut que je le rattache, ça me gêne dans les pédales, tout ça. Ça me gêne. Alors donc, celui qui était à ma droite a tenu mon volant, comme ça. Et la porte de la 4 chevaux le s'ouvre d'avant en arrière. Ouais, c'est inversé, c'est en antagoniste. Ouais, c'est inversé par rapport aux voitures actuelles. Et donc, d'un coup, j'ai ouvert la porte, j'ai sauté de la voiture. Ça les a tellement surpris que le gars, il a braqué sur le volant, il est parti à tête à queue, il est tombé dans un petit fossé. Et moi, je glissais sur les fesses, sur la neige, pendant 30 mètres ou 40 mètres, j'ai glissé. Je me suis arrêté, j'ai vu la voiture partir à tête à queue, on a remis la voiture... C'était ta voiture? C'était ma voiture. T'en avais rien à faire? C'était juste pour la blague, quoi. Ouais, voilà. Et donc, on a remis la voiture hors du fossé, on est allé faire notre réveillon, on a fait la fiesta et tout ça, et on est rentré le lendemain, je pense, le lendemain de la journée. Ça, et puis après, il y a eu la fois où la voiture, elle a plus que dégusté quand même. On était 5, on allait à la chasse, et au lieu d'aller à la chasse à 6 h du matin ou 7 h du matin, au lever du jour, on a dit on va y aller cet après-midi. Et alors, on était 5 fusils, 2 chiens dans la voiture. Et avant, comme c'était le début d'après-midi, eh ben, le midi, apéro, quelques apéros. Et on part, et à un moment donné, un des gars qui était avec moi dans la voiture me dit, là, le chemin à gauche. Alors je roulais à droite, il a vu qu'il y avait une entrée de forêt ou je sais pas quoi, un truc à gauche. Et je regarde dans le rétroviseur, et à travers les têtes qui étaient à l'arrière, je vois rien de particulier. Je tourne à gauche, et au moment où je tourne à gauche, il y avait une dauphine, une mère et sa fille qui étaient en train de nous doubler. Et elles m'ont percuté par le milieu de la voiture. La voiture a été propulsée un peu en tonneau, et elle est tombée dans un canal asséché sur le toit, et j'étais le seul blessé de la voiture parce que j'ai été mordu par un chien, un des 2 chiens. Et la scène devait quand même être risible. Ah oui, bien sûr. Les 5 copains à l'envers avec 2 chiens, un qui mort parce qu'il a stressé. Ah oui, parce qu'en plus, les gendarmes de Pernes-les-Fontaines sont arrivés après. Eux aussi avaient dû faire l'apéro, certainement. Ouais. Ils ont mis le panneau accident à l'envers, ils ont fait... enfin, tout ça. Et alors, la voiture que je n'avais pas achetée très cher, il y a eu un fusil de cassé, et le fusil coûtait plus cher que la 4 chevaux. Ouais, bon, ça c'est... Tu sais que j'ai l'impression que je suis dans un film de De Funès, enfin avec De Funès, quand tu me racontes cette histoire-là. Ça aurait pu, pourquoi pas. Enfin, franchement. S'il m'avait connu à l'époque, il m'aurait demandé quelques renseignements. Justement, ta relation par rapport à la maréchaussée, à la police, appelons-la comme on veut, comment elle était? Parce qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus cool, mais ils devaient connaître un petit peu le phénomène que t'étais, à faire le con, etc. Voilà, parce qu'il y a eu des fois, à l'île sur la Sorgue,
il y avait un concours de boules et je suis arrivé avec les copains, toujours pareil, à les 4 chevaux. Et je suis arrivé avec les copains et au lieu de rester sur la route, j'ai traversé l'allée des Platanes et je suis allé là où les gars jouent aux boules. Et comme ils n'étaient pas à proximité des boules, je suis passé à côté d'eux, et j'ai mis la voiture en dérapage, j'ai tapé dans toutes les boules qui étaient là. Les boules sont tombées dans la rivière. Certains m'ont jeté des boules sur la voiture, mais ils étaient trop loin. Donc j'ai gâché un peu leur partie. Et sinon, tous les week-ends, on partait faire la fiesta dans les villages aux alentours. Et le lundi matin, les gendarmes, souvent, pas tous les lundis, non, j'exagère, pas tous les lundis matins, de temps en temps, le lundi matin, les gendarmes m'appelaient pour me dire t'étais où samedi soir entre minuit et 1h du matin, ou 1h, 2h du matin. J'ai dit j'étais à tel endroit. Il m'a dit bon, alors c'est pas toi. Ouais. Alors, et de temps en temps, il me disait bon, tu viens à la gendarmerie. On sait que c'est toi. Et amène un peu d'argent. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de retrait de permis, il n'y avait rien. Hein. Tu n'avais pas le permis à point non plus. Hein. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de retrait. Hein. Il n'y a même pas de retrait. Même pour un accident, il n'y a pas de retrait. On peut peut-être passer au tribunal, mais ça m'étonne. Enfin, à cette époque-là, c'était vraiment... il n'y avait pas grand-chose. Surtout que c'était aussi une époque... Enfin, toi, tu vis dans un petit village, donc tout le monde se connaissait. Tu avais quand même beaucoup plus de contact direct avec les forces de l'ordre, quoi. Alors là, c'était les gars qui étaient à 15 km. Eux me connaissaient parce qu'ils me faisaient venir souvent à la gendarmerie. mais sinon, dans l'ensemble, pas trop. Je n'ai pas de mémoire d'avoir rencontré des gendarmes avec qui on avait des discussions. J'en ai eu beaucoup plus par la suite lorsque j'étais pilote de course, où j'ai eu toujours un très bon contact avec la maréchaussée, avec les gendarmes, les motards, les machins, tout ça. Et j'avais toujours un très bon contact parce que j'ai toujours eu la réputation d'être un gars facile et de ne pas râler quand il se fait arrêter, de pas machin, de pas si... D'être bon joueur, quoi. Ouais, voilà. Et donc, avec les gendarmes, même dans les années, on va dire, quand je me suis mis à courir, j'ai jamais eu de problème avec les gendarmes en particulier. Tu l'évoquais tout à l'heure, donc tu travailles dans l'entreprise de ton beau-frère, en tant que transporteur de fleurs, tu parcours toute l'Europe, jusqu'à une bonne partie, dans le but de t'acheter ta R8 Gordini. Tu y arrives au bout de 4 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est en quelle année là? Alors là, c'est en 1967, début de 1967, et je fais un rallye, le rallye d'Istres, où ça marche très bien. Je dois terminer deuxième du rallye. Alors que t'es inconnu au bataillon en ce moment. Ah oui, totalement inconnu. Et après, il y avait un rallye plus important, qui était le rallye du Vaucluse, qui partait de Carpentras, qui était mon camp de base. Mon camp de base, je connaissais les routes de la région par cœur. D'ailleurs, le coéquipier que j'ai pris, qui s'appelait Pierre Blachon, n'avait jamais fait de course non plus de sa vie. C'était un copain? Ouais, c'était un copain. Il me disait rien, il m'annonçait pas les virages, rien du tout. Il regardait la route, c'est tout. Et il y avait 135 voitures au départ. Et sur 135 voitures, il y avait 75 Renault 8 Gordini. Et j'ai fait premier des Renault 8 Gordini et 6e au classement général. Alors qu'il y avait déjà, sur les 6 devant moi, il y en avait 3 qui étaient déjà connus et 3 autres qui étaient des bons des pilotes régionaux assez connus aussi. Et tu as fait la différence aussi par ton style. Tout de suite, tu as dénoté avec ton style qui n'est pas académique. Alors, je ne sais pas si là on en a parlé. On a parlé de moi, effectivement, dans la presse régionale et dans les journaux spécialisés du sud-est de la France, en disant que j'avais gagné cette course-là avec de belle manière, mais je ne sais pas comment. C'est un tout petit peu plus tard où j'ai mon style de pilotage, quand j'ai commencé de sortir du Vaucluse et d'aller faire des rallyes dans Antibes, à Grasse, dans le sud-est de la France, où j'avais un style déjà spectaculaire d'entrée. Hein. Mais là, les gens ont commencé de parler de moi de plus en plus. Et puis, c'est difficile de le dire, mais parce que c'est venu progressivement au fil des ans, comme quoi le mot l'acrobate est arrivé quand même beaucoup, beaucoup plus tard. Et là, des fois, j'avais du mal à finir les courses parce que j'usais trop les pneus.
Et je savais qu'il fallait que je gagne la course pour acheter 4 pneus pour la course suivante. Mais donc, c'est vrai qu'on a commencé de plus en plus à parler de moi en disant le Ragnotti, le super pilote de la Renault Gordini ou le... Il faut dire qu'au début, tu étais vraiment sur le fil du rasoir au niveau économique. C'est-à-dire que tu avais tout mis dans ta R8. Effectivement, tu avais besoin de la prime de course pour acheter ton train de pneus pour la suivante. Tu dormais dans la voiture quand tu étais en repérage. Enfin, tu étais au maximum de l'économie, quoi. Ah ouais, on était au maximum. Mais dans ces cas-là, on oublie totalement. On se dit pas, on n'a pas de chance par rapport aux autres, par rapport à certains qui, eux, dorment à l'hôtel, qui machin, tout ça. Non, on se régalait. Avec mon copilote, on se régalait, on se faisait plaisir, on s'amusait. Pendant la course, le spectacle que nous faisions avec la voiture, avant de penser au public, c'était nous d'abord, on s'amusait d'abord. Ouais. Et après, c'est plus tard qu'on a commencé à faire, je veux dire, ce que le public, le nom de Ragnotti, le public prennent beaucoup plus d'importance. Parce que justement, quand il y avait un endroit où il y avait des spectateurs, au lieu de passer de manière en légère glisse, je passais en grosse glisse. Tu forçais le trait, quoi. Voilà, je forçais le trait. Et là, donc, de bouche à oreille, ça s'est propagé un peu comme une traînée de poudre. Et après, quand je suis devenu professionnel, j'étais déjà réputé pour ce style-là. Tu sais que c'est amusant quand tu me dis que tu te régalais même quand, effectivement, il n'y avait pas un sou, vous alliez pas dans les hôtels, etc. Parce que j'en ai discuté avec François Delecourt, tu sais. Je t'en parlais en off. Il était un peu pareil. Hein. Et il m'a dit que c'était la meilleure période de sa vie quand il a galéré, entre guillemets. Ouais. Ah ouais. Non, mais on s'amusait beaucoup. Hein. On rigolait beaucoup. Ouais. Tout ça, ça nous paraissait... Alors, bien sûr, on n'avait pas encore du tout l'idée de se dire on va gagner des courses et on va devenir professionnel. Tu l'as jamais eu l'idée, finalement? Elle est venue un peu toute seule. Ouais, elle est venue un petit toute seule. Quand les copains de Monteux, de Pernay-Fontaine, de Carpentras, ils commençaient de me dire mais il faut absolument que tu fasses des grandes courses, des courses importantes, parce que c'est là où on repère les pilotes. Quand on fait des courses, moi je le dis souvent aux jeunes pilotes actuels quand j'ai le temps de les croiser, ou quand je les vois sur certains rallyes, quand je suis ouvreur ou quand je suis présent. Mais si je me suis fait connaître, c'est parce que j'ai fait plutôt moins de courses, mais des courses plus importantes, où quand on fait des courses importantes, qu'on se bagarre contre des gens qui sont déjà connus, si on arrive à les battre ou à les inquiéter, on va beaucoup plus parler de nous que si on gagne un rallye local, régional, national. Dans les rallyes régionaux, je connais beaucoup de pilotes qui, parce qu'ils ont un boulot qu'ils ne peuvent pas lâcher ou pour d'autres raisons, ils restent dans leur région. Et donc, même s'ils pilotent bien, ils ont moins de chances de devenir pilote professionnel que s'ils font que 4 ou 5 rallyes dans l'année, mais des belles épreuves qu'ils ont la chance d'aller au bout. Et qu'en plus, même si c'est dans une catégorie de voitures inférieures, c'est-à-dire ceux qui ne se bagarrent pas pour la victoire au classement général, puisqu'il y a plusieurs catégories. Hein, et donc, dans ces catégories-là, j'ai rencontré des pilotes qui étaient déjà des pilotes d'usine, où je faisais des temps comme eux, quelquefois mieux, quelquefois moins bien. Et là, la presse nationale ou même internationale a commencé de parler de Ragnotti. Tu sais que ça me fait penser à ce que me disait Dominique Heinz, le team manager de Sébastien Loeb. On en parlait de Sébastien Loeb Racing, on en parlait en off. Il m'a dit, le seul conseil que je pourrais donner aux jeunes qui veulent devenir pilotes, c'est de se confronter tout de suite aux courses les plus dures. Ça sert à rien de perdre du temps à, entre guillemets, flatter son ego avec des petites courses où tu vas gagner, parce que de toute façon, c'est pas là que tu progresses, quoi. Faut tout de suite aller dans le dur, quoi. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, à partir de 1969, alors en 68, j'ai fait aussi la Coupe Renault Gordini. C'était ma première expérience sur les circuits. Et j'ai fait quelques courses de côte. J'ai fait 2-3 courses de côte. J'ai fait 2-3 rallyes. Et la Coupe Renault Gordini. Et la Coupe Renault Gordini a commencé de m'apprendre un petit peu le pilotage sur piste. Après, j'ai replongé en 73, plus tard. Mais donc, j'ai fait ce Coupe Renault Gordini avec
quelques bons résultats, pas de victoire, mais quelques bons résultats. Et en 68, je crois que c'est le moment, tu sais, aussi où les sponsors extra-automobiles sont autorisés. Voilà, ça a commencé. Ça a dû être pas mal pour toi niveau timing. Alors, pas encore à ce niveau-là, pas encore, je n'étais pas assez connu pour dégoter des beaux sponsors ou des gros sponsors. Pas encore assez. Je pouvais avoir, à l'époque, pas des pneumatiques, l'essence. L'essence, je pouvais avoir des prix sur les pneus. Sur l'huile aussi, effectivement. Mais enfin, ça s'est limité. J'avais une boîte de nuit qui me sponsorisait, qu'on avait mis... Est-ce qu'il faut bien imaginer, je dis ça pour nos auditeurs, mais ça a été quand même un changement radical. Le fait que ça s'ouvre pour beaucoup, à tout sponsoring. Bon, il se trouve qu'après, il y a eu la limitation par rapport au tabac, à l'alcool, mais beaucoup plus tard, avec la loi E20. Mais il y a beaucoup de jeunes pilotes qui n'avaient pas les moyens, et pour peu qu'ils arrivaient à se débrouiller en communication, ou avoir un ami, quelqu'un qui s'occupe d'eux pour trouver quelques sponsors. Alors au début, c'est pas des grosses sommes, hein. C'est des trucs qui permettent d'avoir 8 pneus au départ au lieu d'en avoir 4, quoi. Mais ça a démarré comme ça en 68. Et après, c'est en 69 où, avec mon coéquipier, j'ai eu un nouveau coéquipier qui s'appelait Pierre Timonier. Et où on s'est dit, on va faire moins de courses, mais on va faire des belles courses, des grandes courses. Et là, on a commencé avec des grandes courses comme la Coupe des Alpes, qui étaient vraiment des très gros morceaux, hein. Rien à voir avec les rallyes actuels. C'était des courses où on dormait. C'était pratiquement 3 jours et 2 nuits, quoi. On dormait, quand on s'arrêtait, c'était pendant 2 heures, quoi. C'était pas beaucoup. Et donc, on a commencé à faire ces courses importantes. On a fait le neige et glace avec des pneus qu'on nous avait offerts en Italie. On est allé les chercher en Italie pour avoir ces pneus parce que c'était des pneus cloutés. Et les pneus cloutés coûtaient très très cher. Ça coûtait très très cher, ils n'avaient pas les moyens de se les payer. Donc, il y a, par l'intermédiaire du premier pilote de Pierre Timonier, qui s'appelle Franck Alesi, qui est le père de Jean Alesi qui a fait la Formule 1. Tout à fait. Donc, lui, il avait des contacts avec une écurie en Italie, qui était l'écurie Bardal à l'époque. Et donc, par tous ces intermédiaires-là, on a pu avoir des pneus, des petits avantages. Et on a fait ce neige et glace avec une bonne place à l'arrivée. Et puis après, on a fait la Coupe des Alpes où on s'était fait remarquer en 69. Mais entre-temps, on est passé de la Renault Gardini, parce que j'avais fait quelques courses de côte où j'ai gagné chaque fois. Quand je faisais un truc, je le gagnais en général, hein. Et après, en septembre 69, avant septembre, on a vendu la Renault Gardini. Tu l'as vendu à qui? Parce que qui voulait acheter une R8 Gordini rincée comme ça? Ouais. Je me rappelle, il n'a pas fait la meilleure affaire du siècle. Je ne me rappelle pas si c'est le concessionnaire Renault qui l'a reprise ou un agent Renault, je ne sais pas qui. Enfin, on se l'est fait reprendre à un tarif correct. Ouais. Je crois que je n'ai aucun souvenir de la vente. Et là, par l'intermédiaire de mon beau-frère, qui dans l'entreprise de transport avait aussi, en plus des Mercedes, il avait aussi des Bedford. Et donc, le concessionnaire Bedford vendait aussi les Opel. C'était le groupe General Motors. Et il aimait bien la voiture, il aimait bien mon beau-frère, il m'aimait bien. Enfin, c'est un mec sympa, d'Orange. Orange qui est aussi à une trentaine de kilomètres de là où j'habitais. Moi, j'étais dans le triangle, pas des Bermudes, mais j'étais entre Avignon, Cavaillon, Orange et Carpentras. On était au centre. J'y étais cet été, je vous conseille à tous, c'est vraiment une région incroyable. Et alors, donc, il m'a fait avoir une Opel Kadett 1900 Rallye. Il m'a fait avoir au prix coûtant. Donc, il n'a pas pris un centime dessus. Et après, quand on faisait un rallye, quand on est parti en rallye, il nous fournissait un petit fourgon pour mon préparateur, là, Edmond Simon. Un petit fourgon et des pièces de rechange. Et on ne lui payait que les pièces qu'on utilisait.
Donc, c'était vraiment le top du top pour un pilote amateur qui n'a pas de moyens. Donc, si tu avais des pièces, si tu avais donné un stock de pièces que tu n'utilisais pas, ils te le reprenaient et il Voilà. n'y avait pas de débat, quoi. Le lundi matin ou le lundi après-midi, on ramenait tout au garage. Ils remettaient tout en rayon. Parce que comme j'avais une voiture de série, toutes les pièces que j'avais, c'était des pièces de série capables d'être montées sur les voitures et qui vendaient, quoi. Voilà, jusqu'au rallye d'après. Et à la Coupe des Alpes, on a fait des très bonnes performances. On a fini la Coupe des Alpes pas trop mal. Il y avait sur les 150 voitures qui prenaient le départ, il n'y en avait qu'une 25-30 qui finissaient parce que c'était des épreuves très dures pour les équipages, mais aussi très dures pour les voitures. Hein. C'est cette année-là aussi que tu gagnes le rallye de Corse et de Monte-Carlo. Voilà, oui. Alors la Corse, ça s'est enchaîné après la Coupe des Alpes. Et là, on gagne la catégorie des voitures de série autour de Corse, qui à l'époque, ça s'appelait le groupe 1. Au jour d'aujourd'hui, c'est le groupe N. C'était le groupe 1, c'était les voitures de série. Il y avait le groupe 4 qui était les voitures de course, le groupe 3, des GT de série. Le groupe 2, c'était les voitures comme la Lamborghini ou l'Opel, mais améliorées. Et le groupe 1, c'était les voitures de série. Et donc, quand on dit voiture de série, pour nos auditeurs, c'est vraiment des voitures qui sont le moins touchées par rapport à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, à part peut-être un amortisseur différent, ou des amortisseurs différents. Il y avait presque rien d'autorisé, pratiquement rien. Le moteur ne pouvait pas être modifié, mais enfin on arrivait à cette époque-là. C'est vrai que les écarts entre les voitures les plus puissantes, les voitures de course top niveau et les voitures de série étaient moins importants qu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le gars qui court avec une voiture de série ne peut pas espérer terminer dans les 10 premiers au classement général. Alors qu'à cette époque-là, c'était possible. C'était possible. Et il suffisait d'avoir un bon coup de volant. C'est pour ça qu'on en parlait en off, mais ce qu'a pu faire Sébastien Loeb ou François Delecourt avec une 306 Maxi, qui est certes pas une voiture de série, mais par rapport aux voitures actuelles, faire des tels temps, c'est juste incroyable. Parce que l'évolution est telle que... Ah oui, les voitures de course, les usines actuellement, ça... c'est des prototypes. Hein, ça tourne, c'est pas loin de 800 000 euros la voiture. Hein. Ouais, donc, si on imagine un peu par rapport à une petite Clio de série, il y a un gros écart quand même. Ouais. Donc, pour revenir à cette année-là, donc tu gagnes effectivement le Tour du Corse en série. Oui. Monte-Carlo aussi. Et le Monte-Carlo aussi. C'est parti à partir du Tour de Corse. Là, j'ai commencé à avoir quelques beaux articles dans la presse. En 70, on gagne beaucoup de courses, en fait, dans la catégorie de série, mais aussi dans les 3, 4, 5 premiers au classement général, au milieu des voitures d'usine, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus puissantes, avec des pilotes connus. Bah, tu es juste derrière Andruet, je crois. Ouais, au championnat, ouais. Au championnat, on termine... deuxième, je crois. On termine deuxième championnat de France, ouais, avec une voiture d'assistance, un seul véhicule d'assistance, avec des moyens financiers d'amateurs, très peu. Là, on dormait à l'hôtel. Parce que quand même... T'avais un tout petit peu avancé. Ouais. Voilà, et puis on mangeait un petit peu au restaurant, et puis on pouvait de temps en temps s'acheter une bouteille de vin un peu mieux que le bas de gamme. Hein. Mais bon, c'est parti de Tour de Corse. Tour de Corse et surtout l'ensemble de la saison en 1970. C'est là où tu te dis, même si effectivement c'était pas un objectif comme tu l'as expliqué tout à l'heure, tu te dis ok, là il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà, c'est à partir de... je dirais même en 1969. 70, ça a été une confirmation, mais à partir de 69, on voyait... Et puis déjà, les team managers des écuries officielles, Alpine, BMW, Ford... tout ça commençait de venir nous voir, nous dire bonjour, discuter un tout petit peu. Enfin, on avait une approche nettement meilleure qu'en 68, en 69, donc ça a démarré. Et en 70, ça a été un peu l'explosion. Ouais. Là, à partir de là, j'ai eu plusieurs contacts pour devenir pilote professionnel dans différents teams. Et puis, c'est finalement Opel, parce que j'étais déjà avec Opel. Et Opel m'ont fait une proposition de contrat pour 71-72.
que j'ai accepté. Donc là, tu as un salaire à moitié payé par Opel et à moitié par Motul, c'est ça? Mobile. Ah, mobile, pardon. Mobile, qu'on ne voit plus beaucoup dans les stations-service actuellement, mais qui était à l'époque, c'était une marque connue. Et donc, tu restes combien de temps chez Opel? Alors, je reste 71, 72, mais 72 jusqu'au mois de septembre, parce que les contrats c'était de septembre à septembre. Et donc, ça fait pas tout à fait 2 ans. Pas tout à fait 2 ans. Mais en 71, donc, je roulais avec plusieurs voitures du groupe. Et en 72 également. Et chaque fois avec des bons résultats. Des bons résultats. Et à partir de septembre 72, au lieu de... on m'a fait courir sur différentes voitures. Lancia qui m'a fait faire en 72 le rallye de San-Remo, où j'ai très bien marché également. On n'a pas fini, on a eu une casse mécanique, mais ça avait très bien marché. J'ai gagné le Tour de France Auto avec une Camaro, mais pas une Camaro du groupe GM, mais pas officielle, prêtée par un copain avec qui j'ai fait quelques rallyes chez Opel, qui était propriétaire de la voiture. Et donc, quand j'ai voulu faire le tour auto, il m'a dit je te la prête, vas-y, prends-la, débrouille-toi avec pour l'assistance, tout ça. Lui, il me prêtait la voiture, ce qui était déjà très gentil. Et donc, il s'appelle Jean-Pierre Rouget, et c'était un gentleman. C'était un gars qui avait quelques moyens, un gentleman driver, ouais. Mais pas un pilote professionnel. Et mec très bien. Et donc après, tu quittes Opel et tu m'as raconté une petite anecdote d'ailleurs, pour la petite blague, parce que t'es quand même un gros blagueur. Je pense que les auditeurs se sont rendus compte, mais t'as eu une petite phrase quand t'as quitté Opel. Tu vas nous expliquer pourquoi t'as quitté Opel, mais... Oui, alors certains m'ont dit, mais pourquoi tu veux quitter Opel? T'es bien chez Opel, tout ça. J'y ai parce que depuis longtemps, je demande à connaître le président d'Opel. Et on n'a jamais voulu me présenter au General Motors. Ouais, donc, c'est une petite blague. Mais en fait, la vraie histoire, c'est quoi? Pourquoi tu quittes Opel? Parce qu'il y a un vrai choix, en fait. Non, j'ai voulu... toujours pareil, j'ai passé un certain temps, une époque, à découvrir d'autres choses, de la course. Non pas de ma vie, mais de la course. Et donc, je me suis dit, tiens, bon, j'arrête Opel, je vais pas renouveler. Et je vais voir... Parce que j'avais quand même des bons contacts auprès de Lancia. J'avais des bons contacts, quelques bons contacts pour continuer à courir en étant payé, en étant professionnel. Et finalement, j'ai couru pour Ligier le Tour de Corse, pour Guy Ligier. J'ai couru avec d'autres Opel, 2 ou 3 autres rallyes, mais des voitures privées. Des voitures privées. Alors, j'avais encore... c'est le moment où je me suis arrêté. C'est vraiment la fin de 72 où Antar, les pétroles Antar, ont fait une sélection de pilotes au circuit Paul Ricard. C'était un volant, c'était le volant Antar, quoi. Le volant Antar. Et donc, il y avait plusieurs pilotes, des pilotes plus ou moins connus. Certains étaient assez connus en Formule 3 ou en Formule Renault à l'époque. Et moi, j'avais jamais fait en mètre avec une monoplace, avec une boîte de course Hewland, parce que la voiture, c'était une Formule 3. Et donc, la boîte était beaucoup plus spéciale et plus précise, quelque part, que les boîtes des Formules Renault de l'époque. Et puis, je fais, dans la sélection, je fais le meilleur tour sur 5 tours, et je fais le deuxième temps total des 5 tours. Et donc, chez Antar, ils se sont dit, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de circuit, il a un potentiel intéressant. Et ils m'ont fait la proposition de signer chez eux pour l'année 73. Donc en Formule 3? En Formule 3. Et donc, j'ai hésité 2-3 jours. Je leur ai dit, je donne la réponse dans 2-3 jours. J'ai hésité un peu. Et puis finalement, j'ai dit, un nouveau challenge. Un nouveau truc à découvrir, je plonge, j'y vais. Il faut dire qu'en plus, à ce moment-là, tu quittais entre guillemets un salaire confortable d'Opel pour gagner des clopinettes, quoi. Voilà, avec Antar, j'avais simplement une carte d'essence
pour l'essence, et il me laissait toutes les primes d'arrivée des courses. Et à cette époque-là, les primes étaient très très faibles. Quand on gagnait une course de Formule 3, on devait gagner l'équivalent de 200 ou 300 euros, un truc comme ça, pas plus. Et donc, si on était souvent dans les 3 premiers, on pouvait vivoter un petit peu. Mais là, c'est à ce moment-là que, en 73, que je me suis mis j'étais déjà avec ma femme. Et elle s'est remise elle a retrouvé du boulot dans une petite entreprise de peinture. Et elle a alimenté le fonds de pension de Jean Ragnotti. Oui, sans elle, tu aurais été un petit peu dans la panade, quoi. Voilà, on était redescendu un peu bas dans les finances, là. Mmh. Voilà, alors donc en Formule 3, il y a une victoire à Montlhéry en 73. Il y a quelques belles courses en Angleterre, au Paul Ricard, des endroits où je me suis bagarré avec des gars qui après sont allés vers la Formule 1. Et donc j'étais comme eux. Et puis fin 73, Antar a décidé de me faire monter dans la catégorie des sports prototypes, le championnat d'Europe des sports proto 2 litres. C'était un très, très beau championnat. C'est quoi l'équivalent maintenant un petit peu? Alors c'est le LMP2 des 24 heures du Mans. C'est ça. Ouais. Il y a les grosses et puis juste au-dessous. C'est juste en dessous de l'MP1. Voilà. Ouais. Et le moteur, c'était le moteur de Formule 2 actuel. Et donc, c'était un peu moins 300 chevaux. Et donc, je fais des très belles courses. En tout cas, je suis le seul qui arrive à embêter les Alpines officielles. Et c'est à cette époque-là où le patron d'Alpine, en 74, il vient me voir un soir au restaurant, où je ne m'en rappelle plus. Il vient me voir comme ça, il me dit « Ça t'intéresse de faire le rallye de Monte-Carlo avec nous l'année prochaine ?» Et comme je le connaissais bien, j'ai dit « Arrête de déconner. » tout ça. Et il m'a dit « Si ça t'intéresse, t'es sûr ?» J'ai dit « T'es sûr? C'est pas une galéjade, une blague. » Et alors il m'a dit « Non, si tu en as envie, on demande à Antar s'ils sont disposés à te laisser conduire une voiture qui aura les sponsors Elf dessus, enfin la marque Elf. Et donc, comme le groupe Antar et Elf, c'est quand même... Ouais, c'était concurrent. Ouais, c'était, voilà. Donc, il n'y a pas eu de problème. La direction d'Antar a dit OK, sans problème. Et puis, donc cette saison de Formule 3 se termine bien. 74, donc ça marche encore très, très bien. Et 75, en dehors du Monte-Carlo, c'est pratiquement le seul rallye que je fais dans l'année. Antar me fait faire le championnat d'Europe de Formule Renault Europe. Et donc là, il y avait Pironi, il y avait Arnoux, il y a des gars qui sont passés en Formule 1. Et cette année-là, j'ai fait une assez grosse saison, puis je suis terminé 2e au championnat d'Europe, derrière René Arnoux, mais juste devant Pironi, avec quelques victoires. Et donc, c'est à cette époque-là où Elf et Ken Tyrrell étaient venus voir ces 3 pilotes-là sur les circuits courir. C'était au circuit de Pau, c'est pas ça? Alors, c'était Pau. Mmh. Et donc, ils viennent nous voir. Et sur ce circuit, je gagne largement. Donc là, en fait, tu étais pressenti pour aller en F1. Voilà, j'étais pressenti. Mmh. Guy Thayer, le patron de Elf, aurait voulu que j'y aille. Ken Tyrrell cherchait entre les 3 pilotes lequel aurait pu y aller. Et là, j'avais une 15 secondes d'avance. Et je les voyais, ils étaient planqués tout le temps, un peu à droite, à gauche, derrière les rails, derrière des arbres, des trucs comme ça. Tu savais qu'ils t'observaient, quoi. Alors, ouais, je les vois. Ah, parce que moi, je regardais tout le monde au bord des routes. Ouais. Au 24 heures du Mans, Gérard Larousse, il m'avait engueulé quelques années plus tard parce que j'étais à 350 sur la ligne droite et je lui parlais à la radio et je lui disais « Tiens, je viens de voir un tel au bord de la route. » Ouais. Et donc là, je sortais les bras de l'habitacle. Et puis, il y avait une grande monoplace, dans une monoplace. Ouais. Et il y avait une grande courbe dans le parc Beaumont, une longue courbe à droite qui referme un peu à la fin. Et là, ils étaient derrière des arbres. Et quand j'arrivais un peu avant eux, je mettais la monoplace en glisse comme les voitures de rallye, tout en dérapage, de passer devant eux en leur faisant bonjour comme ça. Et je voyais Ken Tyrrell qui mettait ses mains sur la tête, d'un air de dire
Alors là, lui en F1, c'est pas sûr que ce soit le bon choix. Mais enfin, ça m'a pas perturbé plus que ça. Mais t'as fait un déçu quand même parce que j'ai eu au téléphone, tu sais, Jacques Lafitte, on en parlait. Et je pense qu'il aurait beaucoup aimé que tu viennes en F1. Ah ouais. Ah ouais, non, on était... En tout cas, il m'a dit on aurait bien rigolé. Ah ouais, vous auriez bien rigolé tous les deux. Ouais. On aurait bien rigolé. Il lui manquait un copain pour rigoler. Il en a eu, mais je pense qu'il m'aimait bien de ce côté-là. Voilà, donc on arrive à fin 75. Là. Donc la F1, c'est mort pour toi. Oui. Pourquoi ça t'intéressait pas plus que ça? Qu'est-ce qui te manquait? Alors, ce que j'aimais beaucoup dans le rallye, c'est le côté voyage, le côté convivial, le côté approche qu'on a avec les riverains, l'ambiance qu'il y a la convivialité qu'il y a entre les pilotes de chaque équipe. Les reconnaissances étaient très longues à l'époque et très souvent on mangeait avec les gens de Audi, de Lancia, de machin. Et donc il y avait une très très bonne ambiance, ce qui a disparu aujourd'hui. Et pas qu'aujourd'hui, il y a quelques temps. Tu penses que c'est à cause du côté financier, trop voilà, business? C'est-à-dire ils ont les fédérations, la FIA puis les fédérations ont toujours cherché à faire des économies. Alors ils disent on va réduire ci, on va réduire ça, mais ils en mettent autre chose de l'autre côté. Ce qui fait que finalement, nous à l'époque on n'avait pas les motorhomes, on n'avait pas de l'électronique, on n'avait pas des voitures à 800 000 euros, on n'avait rien de ça, et ça allait très bien. Et les courses allaient très très bien. Et maintenant, les gars, ils font deux ou trois épreuves chronométrées, ils retournent au point de départ. Les mécaniciens travaillent pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, une demi-heure sur la voiture. Ils repartent pour 2 ou 3 spéciales. Entre chaque spéciale, c'est l'équipage qui refait la pression des pneus ou qui change les pneus. Ils changent 2 pneus, ils amènent 2 pneus de rechange. Et donc, les 2 pneus les plus usés, ils les changent. Enfin, c'est un peu le bazar qui ne m'a jamais plu. Et à cette époque-là, le rallye, donc, pour moi, était mieux que la Formule 1, où ce qui m'embêtait sur la Formule 1, ce n'était pas tellement la course, c'était le fait d'arriver dans une ville, une capitale, on va dire, ou une très grande ville, avec l'hôtel, le circuit, et après la course, oui, la course. Tu veux dire que tu es un peu isolé, tu es un peu en autarcie. Voilà. Et donc, comme je disais, à l'époque-là, les rallyes, c'était incroyablement sympathique. Tu m'as raconté même encore une petite blague, mais tu m'avais dit, de toute façon, moi, la Formule 1, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas de phare dessus. Ah là, ouais, c'est pas une voiture, ça. Ça faisait partie de mes petites blagounettes. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai souvent vu, il n'y a pas de garde-boue, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de truc. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi où tu rencontres Trintignant, et par le biais de Trintignant, tu rencontres Rémi Julienne? Oui, c'était en 74 74, il y avait sur les circuits. Jean-Louis Trintignant, pour les auditeurs. Ouais. Il y avait sur les circuits, il y avait un truc qui s'appelait vous avez tous la même voiture. C'était le Star Racing Team. Et donc, ils ont eu à l'époque plusieurs marques différentes. Et j'avais connu Moustache, et puis j'avais connu donc Jean-Louis Trintignant, qui m'a présenté à plein d'autres, à plein d'autres stars du showbiz. Et donc, par l'intermédiaire de Jean-Louis Trintignant, j'ai pu connaître Rémi Julienne. Et là, Rémi Julienne m'a dit, tiens, si ça t'intéresse, parce que j'avais dit que ça m'intéressait de découvrir un tournage, d'assister à un tournage. Il m'a dit, si ça t'intéresse, j'ai un tournage en Italie dans un mois ou dans 2 mois. Dans 2 mois, si tu veux venir, écoute, on t'accueille volontiers. Juste pour expliquer pour nos auditeurs, ceux qui ne connaissent pas Rémi Julienne, c'est un des plus grands, sûrement le plus grand cascadeur français qui a doublé tous les plus grands acteurs de cette époque. De toute façon, tu vas l'expliquer un peu, mais il est malheureusement décédé il y a quelques mois. J'ai plus la date en tête, mais l'année dernière, peut-être. 3-4. Peut-être, non, même pas. Non, peut-être. Début d'année. Début d'année plutôt, ouais. Un type sûrement qui avait énormément d'anecdotes, ça aurait été incroyable, mais bref. C'était juste pour resituer pour les plus jeunes de mes auditeurs. Oui, alors, je suis arrivé sur ce tournage, normalement, je ne devais rien faire. Et puis, à un moment donné, le metteur en scène dit à Rémi Julienne, il y a un gars qui est dans une cascade qui doit conduire un triporteur, un truc avec 2 roues devant et 1 roue derrière. Le gars, il est assis sur la selle derrière et puis il pédale, quoi, avec une boîte carrée devant pour faire ses livraisons. Et donc, il dit à Rémi Julienne, tu n'auras pas quelqu'un dans ton équipe capable de faire un genre de livreur, machin, tout ça?
Et Rémi Juenne, qui était pas loin, il était pas loin. Il me dit, tu te sentirais capable de faire ça? Je dis, bah oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et après, je me suis aperçu que c'était quand même un peu compliqué parce que dans l'ensemble de la semaine ou peut-être des 10 jours qu'on a passé en Italie, il y avait quand même quelques cascades un peu casse-gueule, un peu difficiles. Et donc, à un moment donné, ils m'ont habillé en livreur. Ils ont fixé, avec des soudures, ils ont fixé le triporteur à une DS. Et cette DS, dans le film, devait être pourchassée par des voitures de police dans les rues de Milan ou de Turin. On a fait les deux villes, je crois. Et donc, ça a été le début de mes cascades. Et puis, effectivement, ça s'est très bien déroulé. Et donc, Rémi Juenne, à partir de là, a commencé à me proposer d'autres style libre. J'aurais besoin d'un chauffeur, d'un pilote pour faire un tel film. Alors, je l'ai fait quelques-uns, deux, trois pubs. Enfin, j'ai pas fait 40 films avec Rémi. Je pense entre 10 pas loin de 20, 15, on va dire une quinzaine. Et sur les 15, j'ai dû en faire 5 ou 6 avec Delon. Un avec Belmondo, et puis d'autres avec Georges Lautner, le metteur en scène. Bah, t'en as fait moins avec Belmondo, qui est malheureusement tristement dans l'actualité, puisqu'il est décédé il y a 2 jours. D'ailleurs, on lui rend hommage, c'est vraiment un mec... une personne extraordinaire que j'admirais beaucoup. Ah oui, très, très grande gentillesse, très sympathique. Mais tu l'as moins doublé parce que c'était un cascadeur aussi. Ben oui, il voulait faire les cascades, toutes les cascades. Et quand moi, j'en ai fait une seule fois à Paris, je ne me rappelle même pas le titre du film. C'était où il était avec Ursula Andress ou Raquel Welch, une des deux, je ne me rappelle plus. Enfin, je devais faire un dérapage au bord d'un quai avec une grosse voiture américaine. Et dans le film lui-même, mais là, c'est pas moi qui le faisais, il sautait dans les bassins de la tour, pas de la tour, à Montmartre. Mm-hmm. Montmartre, il cassait une barrière historique, mais la barrière historique était démontée avant d'en mettre une factice. Et donc, il démolissait ça et la voiture plongeait dans un bassin. Ouais. Bon, c'était... Dans la cascade, j'ai bien aimé la variété de la cascade. C'est jamais pareil. Des fois, c'est un truc un peu vite. Des fois, c'est des trucs pas vite, mais il faut être très précis. Donc, c'était un métier qui me plaisait bien. Alain Delon, je pense qu'il en faisait... Enfin, il ne faisait pas ces cascades, c'est pour ça que tu en as fait peut-être plus. T'en as des souvenirs de cascades impressionnantes avec Alain Delon? Ou tu as doublé Alain Delon, plutôt? Ah, avec Delon, on en a fait pas mal. On a coupé des voitures en deux. J'ai fait des tonneaux qui arrivent... Une série de tonneaux en percutant une autre voiture où il y avait une petite rampe devant. J'avais une voiture de police et tonneau. Et le dernier tonneau s'arrêtait sous l'aile d'un avion qui devait prendre, un petit avion. Hein. Donc je m'arrêtais à 5-6 mètres de l'avion. Donc je n'ai pas cassé d'avion. Tout ça à la base pour une vanne, parce que tu me disais encore, ton côté blagueur, tu me disais, bah oui, je vais faire des cascades parce qu'en rallye, j'arrivais pas à me blesser, donc il fallait bien que je trouve un moyen. Le seul truc que je refusais de faire, c'était faire des cascades avec du feu. Ah oui, c'est vrai. Le feu, je n'ai jamais fait. Mais je suis tombé dans la mer d'une falaise Sanary, parce qu'on n'a pas fait que des films avec Delon. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. On en a fait avec d'autres équipes de tournage, quelques-unes avec les Italiens. Et pourquoi le feu, c'était la seule chose que tu voulais pas, avec laquelle tu voulais pas être en contact? Non, c'est que même d'après Rémi Juenne, c'était un truc un peu de spécialiste, quoi. C'est comme, par exemple, les chutes d'immeubles. Les gars qui se font défenestrer, qui tombent du 4e étage dans des cartons en bas. Rémi, il faisait travailler d'autres équipes. C'est un vrai métier, ok. Voilà. Et pour rester dans les cascades, je ne sais pas si beaucoup de mes auditeurs le savent, mais tu as aussi travaillé sur les taxis avec Luc Besson. Voilà, Luc Besson t'a contacté, c'est ça? Voilà, parce que de 74 à 80, donc j'ai fait pas mal de trucs avec Rémi. Puis en 80, je me suis dit, bon là, c'est pas sérieux que je continue de faire des cascades, vu que je suis sous contrat avec Renault, et que si quelques jours avant un tournage, je suis obligé de dire je peux pas faire cette course, parce que je me suis juste cassé un poignet ou un bras ou une jambe, ce qui pouvait arriver. Hein. Donc c'est moi qui ai décidé de dire stop. J'aurais même dû dire ça légèrement avant, mais bon. Tu t'es jamais blessé? Non.
Et donc, j'ai arrêté en 80. Et c'est pour les taxiens, enfin, je ne me rappelle plus si c'est aux alentours de 2000. C'est 98, 99, j'ai plus les les dates. taxis, là. Ouais, Taxi 1, c'est 98, 99, quelque chose comme ça, je crois. Et donc, là, au départ, c'est Luc Besson qui souhaitait... Alors, il y avait toujours Rémi Juyen ou son fils pour les cascades. Et c'est Luc Besson qui souhaitait avoir dans son équipe des pilotes, des vrais pilotes pour le pilotage de précision à grande vitesse. Quand les voitures se suivent très proches les unes des autres, les dérapages de précision, les trucs de précision. Mais donc pas les crashs. Les crashs, c'était les vrais cascadeurs de l'équipe de Rémi Juyen. Donc ça, c'est les scènes, par exemple, de course-poursuite entre le taxi et les méchants où c'était sur ce genre de scène que tu intervenais? Ouais, voilà. Okay. Ouais, j'ai pas fait de crash là. Avec Jean-Louis Chesser, c'est ça? Jean-Louis Chesser. On se partageait un peu le volant de la Peugeot. Quand lui était pas là, c'est moi qui l'avais. Quand il avait un truc à faire, c'est moi qui... Enfin, on se partageait par rapport à nos boulots respectifs. Et dans les autres pilotes, il y a eu Pescarolo, il y a eu Larousse, il y a eu d'autres pilotes de l'équipe de Julien Piguet qui fait aussi les trucs pour Renault sur les World Series, tout ça. Et donc, on était plusieurs pilotes pour la précision. Et après, dès qu'il y avait des crashs, des tonneaux, des sauts, des machins comme ça, Rémi Juyen utilisait son équipe à lui. Donc, il y avait en gros deux équipes, mais dirigées par la même personne, quoi. Donc toi, tu étais grimé en Sami Nasri. Voilà. Et tu as fait quoi? Tu as fait le 1, le 2 et le 3, c'est ça? 1, 2, 3, ouais. Que ces trois-là. Et puis après, bon, ils n'ont plus besoin de nous. Ils se sont débrouillés. Et puis en plus, moi, à 76 ans, j'ai pas envie de retourner faire ça, quoi. Ah oui, tu m'étonnes. Pour en revenir un peu à ton parcours en sport auto, tu l'évoquais là tout à l'heure, tu commences un contrat professionnel avec Renault. D'ailleurs, ça t'a jamais lâché à partir de 74, c'est ça? En 73. Le Rallye Monte Carlo 1973 avec une Renault 12 Gordini aux couleurs de Radio Monte Carlo. Et donc, c'était Jacques Ferré, qui était le directeur de la commission chez Renault, qui m'avait contacté. Et donc, j'ai fait ça, mais ça a été la seule course... Sauf que j'ai eu un contrat de pilote officiel pour cette course. Mais après, j'en ai plus. C'était ma période de circuit, là, avec Antar. Et à partir de 75 et 76, Gérard Larousse me fait faire les deux Monte Carlo, à Berlin-Alpine. 76, je commence à faire pas mal d'essais de la Renault 5 Alpine groupe 2, une grande partie de l'année. Je fais la première course en septembre, le Tour de France Auto avec la nouvelle Alpine 310 V6. Et à partir de fin de 77, on va dire le 1er janvier 77, jusqu'à fin 2019, donc après j'ai eu des contrats non-stop avec Renault. Donc, et ça n'a jamais lâché puisque tu roules maintenant en capture, donc tu vois. Ah ben oui, enfin, j'ai gardé la marque Renault quand même. Je suis bien habitué. En plus, c'est les voitures, des fois on entend des petites critiques, mais j'ai fait des millions de kilomètres. Je ne suis jamais tombé en panne avec une Renault. Là, c'est un peu de la pub que je fais là. Hein. C'est un peu de la pub. C'est gratuit, c'est pas cher, c'est pour eux. Aussi, en parallèle, tu as fait Le Mans. Ça, on n'a pas du tout parlé, mais tu as commencé Le Mans en 75. Avec la voiture d'un copain. Ouais, c'est pas l'année dont tu te souviens le plus? Oh, c'était plus par amitié avec ce copain. Il avait un boulot, lui, de son côté. Et le soir, sa grande passion, c'est la course automobile. Hein. Et le soir, après le boulot, il avait fait une monoplace pour la course de côte, mais celle-là, je ne l'ai jamais vue. Je l'ai vue peut-être en photo, mais... je suis moins sûr. En tout cas, il voulait faire Le Mans. C'était son envie numéro 1. Il a construit une voiture le soir après le boulot qu'il a appelée la Tecma. T-E-C-M-A. Et la voiture, avec un petit Ford Cosworth, 1600, pas très puissant, mais la voiture était amusante. Elle était pas mal faite, avec des petits détails à améliorer. Et quand on va faire les 24 heures du Mans, les petits détails, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas trop. Mais donc, on a eu un problème moteur. On a eu un autre pilote qui, lui, ne s'était pas qualifié sur les 24 heures du Mans avec sa voiture et son moteur, mais son moteur étant intact. Il est venu courir avec nous sur la voiture avec son moteur qui lui marchait.
Et là, on a fait la course et au bout de 3-4 heures, on a abandonné parce que le moteur, il a avalé les vis de la boîte à air. Ouais. La boîte à air qui était au-dessus du moteur. Et donc, les vis qui sont autour pour fixer cette boîte à air, avec les vibrations, avec tout ça, il y en a qui sont descendus dans le moteur. Et donc, ça vous a contraint l'abandon. Ça nous a arrêté. Alors, donc, c'était un abandon, mais on s'était pas mal qualifié, remarque, pour une petite voiture. On s'était qualifié dans la dernière partie du plateau, mais pas trop loin du milieu de grille. Pas trop loin du milieu de grille, donc aux alentours de la 40e place. Mais le Mans, tu l'as refait après par la suite. Alors voilà. 78, tu finis 4e, je crois. Et la première fois, c'est en 77 avec l'écurie Rondeau, avec Jean Rondeau. Et on termine 4e au classement général. Premier de la catégorie, il y a plusieurs catégories au Mans. La catégorie GTP. Et quel équivalent maintenant? Un peu pareil que ce que LMP2, ouais. Ouais, un petit peu ça, ouais. Et donc, 78, Renault, pour nous remercier des performances que nous avions faites avec Guy Fréclin au rallye de Monte-Carlo 78, où avec des toutes petites Renault 5 Alpine, on a failli gagner le rallye. On termine 2e et 3e au classement général. Donc, pour le remercier, il a rajouté une voiture aux 3 voitures officielles, une 4e, qui était une voiture de l'année précédente, qui était un peu moins pointue que les autres, mais enfin, pas spécialement de gros écarts. Et on a été jusqu'à 7 heures du matin, on a été 2e au classement général. Et malheureusement, il a fallu faire un changement d'un pignon de boîte qui nous a retardé une trentaine de minutes ou 40 minutes. Et on a terminé le Mans 78 en 4e position également, comme avec la Rondeau. Et ce qui a été, pour nous, c'était l'équipe des rallyman, la nôtre. Non, mais c'est fou d'avoir été aussi performant avec, entre guillemets, si peu d'expérience en endurance, tu vois. Ah ouais, C'est quand même non, ça a été un peu mes lettres de noblesse, d'être un peu multicarte, éclectique, comme ils disent. Ouais. Éclectique, exactement. Ouais, pas élastique. Et en 80, c'est surtout en 80, moi je pensais, à 80 tu le fais avec Pescarolo. Ouais, en 80, ouais. Et là t'as frôlé quand même la victoire. Ah oui, on était en tête jusqu'à 1h du matin, et le moteur a lâché, le Cosworth a lâché, et on a été remplacé, heureusement, c'est pour ça qu'on a eu moins de regrets, on a été remplacé par l'équipage Rondeau-Jossos, sur une Rondeau également, qui a remporté la course. Ouais. Donc, une Rondeau remplace une autre. Parce que si tu avais gagné, tu aurais été, à l'époque, le premier champion qui a gagné le Tour de Corse, ouais, le Monte-Carlo et le Mans. Et le Mans. Et je crois que ça n'a toujours pas été fait. Il n'y en a toujours pas eu. Ouais. Il n'y en a toujours pas eu, ouais. Est-ce qu'il y a des gars qui ont gagné ou l'un ou l'autre, mais tout ça, non. Ouais. Et après, malheureusement, en 81, là, oui. il se passe ce fameux accident. Ouais, en 81, donc mon équipier, Jean-Louis Lafosse, s'est tué sur la droite d'une Audière. Moi, j'avais fait le premier relais, et au bout d'une heure et quart, 1h20, quand je lui ai passé le volant, il est reparti, et 3-4 tours après, il a eu son accident, et il est décédé dans... Le Mans, c'est une super belle course, mais ça a toujours été, à une époque, pire que ça. Il y a presque chaque année, à une époque, il y avait un accident mortel. Ça, c'était il y a 30, 40, 50 ans. Peut-être pas 50 ans, mais dans les 30 dernières années, oui. Maintenant, quand malheureusement ça se produit, c'est devenu de plus en plus rare. Heureusement, avant, c'était l'équivalent, tu sais, en moto du Tourist Trophy. Ouais. Une grande course, mais il y a toujours des morts. Hyper dangereuse. Et heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, le progrès des voitures de course, surtout, il y a toujours des sorties de route. Il y en a même de très belles. J'en ai vu ces dernières années où les voitures à 300 à l'heure, elles se percutaient, elles se retournaient, elles s'envolaient, elles s'écrasaient contre les pneus. Et donc, la sécurité passive du circuit, enfin la sécurité que mettent en place les organisateurs, plus la solidité des voitures, font qu'il y a de moins en moins de morts, et il y a même pas mal de fois, il n'y en a pas du tout. Tant mieux. Mais ça, j'imagine que aussi en 80, ça a dû un peu te calmer. Tu t'es dit, le Mans, j'arrête un peu, c'est trop dangereux. Non, pas spécialement, parce que non, ça m'a pas perturbé, parce que j'ai su un petit peu comment ça s'est passé, et
il avait touché dans l'herbe. Il était sorti de la piste un petit peu et il est allé dans l'herbe. Le capot s'est planté dans le sol et il s'est cassé. Et ce qui fait que tant qu'il était à des vitesses moyennes, le capot il ne bougeait pas trop. Et à grande vitesse, là où c'était fendu, ça pliait, jusqu'à ce que c'est venu bloquer la roue avant-droite. Et je crois que c'est la roue avant-droite. Et la voiture, quand ça a bloqué la roue, la voiture est partie vers la droite. Et donc, c'est un incident de course, quoi, comme ça aurait pu m'arriver, comme ça aurait pu arriver à d'autres. Mais je me suis pas dit la course automobile, c'est dangereux. Non, ça, C'est pour ça que l'année d'après, en 82, tu l'as refait avec Pescarolo. Alors, je l'ai refait l'année d'après. Et là, on n'a pas terminé, mais j'ai eu le record du Tour. Ouais. Ce qui était très bien par rapport au plateau de voitures qu'il y avait. Là, il y avait quand même des Porsche avec Jackie X et d'autres grands pilotes. Et les Porsche, c'était l'écurie que tout le monde craignait, quoi. Et est-ce que, tu me dis si je me trompe, mais c'est pas cette année-là où tu t'es retrouvé en soirée un peu VIP arrosée au Mans, et en rentrant du Mans, il t'est arrivé une petite broutille? Pendant les essais. Ouais, pendant les essais, les premiers essais, je crois le mercredi ou le jeudi, on habitait dans une ferme à 15 de kilomètres du Mans, la ferme de la famille Dubois. Et puis, j'étais avec mon copain, celui qui avait construit la Tegma, là. Ouais. Il était là, parce que toujours pareil, pour son goût du Mans, il était venu un spectateur. Et donc, on est rentré là, mais avant ça, entre les essais, la fin des essais, on avait du temps pour boire des pots dans les stands, parce que dans chaque stand, c'est un bar là-bas. Peut-être moins maintenant, mais quoique. Il y a toujours cet amour pour l'apéro. Ouais. Voilà. Et donc, on avait pas mal bu. Puis alors, ces gens-là, la ferme, là, ils avaient une grande mare. Je vais pas dire un étang. Une grande mare qui devait faire 40 mètres de large sur 80 mètres non, plutôt 80 mètres de large sur 30 mètres de long. Presque ronde. Et donc, je suis arrivé, il y avait une route qui arrivait face à la mare, il fallait contourner la mare pour arriver à la ferme. Et je suis arrivé avec mon copain, et puis la route, le petit chemin, il était rapide là pour arriver à la ferme. J'ai dit, allez, on y va à fond avec une Renault 30, voiture de service. À fond, je me suis dit, là, à la vitesse où on va, là, en aquaplaning, on va traverser tout ça. Hein. Tu voulais faire Jésus, quoi. Ah ouais, je vais traverser un hydroglisseur. Et puis, sur les 30 mètres, on en a fait 15 ou 20, et la voiture a coulé au milieu du lac, de l'étang. Et là, bon, on est monté sur le toit, il a fallu plonger, aller chercher un tracteur, sortir la voiture. J'avais les bagages, c'était le premier jour du circuit, donc j'avais les bagages dans le coffre. Le linge était mouillé, donc il a fallu, quand on a sorti la voiture, l'eau coulait de tous les côtés. Et après, j'ai mis tout le linge à sécher sur les arbres autour de la ferme. Et ils sont restés là un moment. Et là, il y a le lendemain, un garagiste, un agent Renault est venu chercher la voiture. Et puis, il a réparé bien. Enfin, il n'y avait rien de cassé. Hein. Il a nettoyé l'extérieur et l'intérieur, changé les bougies. C'est tout ce qu'il a fait. Et donc, on a remis en marche. Elle marchait impeccable. Et le seul truc, c'est que la facture, je ne l'ai pas donnée à Renault parce qu'il y a marqué nettoyage intérieur et extérieur du véhicule. Ouais, ça, ils auraient pu trouver ça un peu bizarre. Ouais. Donc, ça fait partie des petites factures que j'ai gardées quand même. Ouais, tu gardais encore, ouais. Tu faisais toujours des petites conneries, quoi. Il suffisait de lire ce qui était écrit sur la facture et puis on la rendait ou on la rendait pas. On n'en a pas parlé, mais étant donné que tu touches à tout et que tu as toujours été curieux de plein de disciplines, tu as aussi fait le Dakar. Oui. En 80, si je me souviens bien. 80 le premier et 86 le second. C'est ça. Mais le premier, tu fais un plutôt bon résultat. Hein. Tu finis 9e, je crois. Donc, 9e au général, en comptant les motos. C'est ça. Mais si c'était que les voitures, c'était 4e. C'est quand même impressionnant pour un premier Dakar. Oui. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Hein. Bah, c'est ça. C'était la boussole. Hein. Ouais. Et oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Alors, c'est l'écurie Volkswagen. Les voitures, c'est des Iltis, des genres de véhicules de l'armée.
Et puis en 86, c'était des Range Rover aux couleurs de Passy 51. Et mon coéquipier, c'était le PDG de Pernod. C'est vrai? Qui n'avait jamais fait de course de sa vie. Hein. C'était sa première course. Le premier jour, les 40 premiers kilomètres, il a cru qu'on allait mourir toutes les 5 minutes. Ou toutes les minutes, je ne sais pas. Et donc, on avait dans la voiture, derrière nos sièges, on avait un petit jerrycan de 5 litres. Ou 3 litres, 5 litres, je ne sais pas. Et le matin, avant le départ, on mettait des petites mominettes de pastis dans le jerrycan pour agrémenter le goût de l'eau, quoi. Alors, c'est sûr que c'était léger. C'était léger, mais c'était pas mal. Et là, on était pas mal du tout jusqu'à ce qu'on ait... C'est les Porsche qui ont gagné cette année-là. Mmh. C'était quoi? C'était les 959, ouais, je 959, crois. ouais. Mmh. Et jusqu'à ce qu'on ait un joint de culasse qui lâche dans le désert, une étape un peu longue dans le désert. Donc, il a fallu attendre le camion, il a fallu attendre de réparer. Donc, on a pris 10 heures de pénalité. Et ces 10 heures de pénalité nous ont repoussés aux alentours de la 20e place. Et on a fini 18 au 19e. Ouais, 19e, je crois. Ouais, 19e. Ce que j'avais noté. Ouais. Ouais. Mais donc, t'en gardes un bon souvenir de ces 2 Dakar? Mais le premier, oui, parce que c'était mon premier surtout. Le deuxième, parce que l'aventure avec le PDG de Pernod, c'était quand même une sacrée aventure. Après, le côté moins bien, c'est le décès de Thierry Sabine à l'hélicoptère. Bien sûr. Et Balavoine. Balavoine, tout à fait. C'est et puis il ne faut pas oublier qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient 5. Donc, ils sont tous décédés. Et sinon, le Dakar, à cette époque-là, il n'y avait pas encore le GPS. Toujours les boussoles, les machins. Et c'était encore une aventure où les gens se dépannaient les uns les autres, même si ce n'était pas les mêmes marques. Ça restait très convivial à l'époque. Et puis à partir du moment où c'est devenu, les constructeurs sont arrivés en force et que c'était plus du pareil. C'était un autre Dakar. Dakar. Ouais, tu reviens sur ce que tu disais par rapport au rallye, c'est que tu perds le côté convivial en fait. Voilà, c'est ce côté. Alors ça reste toujours, même s'ils ne sont plus là-bas en Afrique, ça reste toujours une course quand même belle. Mais c'est devenu un peu plus sprint qu'à l'époque, qui était un peu plus endurance et un peu plus des merdes, quoi. T'avais ce côté des merdes et peut-être plus de contact aussi avec les populations locales. Ouais, maintenant, quand ils traversent les villages, ils sont obligés de mettre un régulateur de vitesse, comme dans les stands en circuit. Ils mettent le régulateur à l'entrée du village et jusqu'à la sortie. Ce qu'on n'avait pas, nous, à l'époque. À l'époque, ça crapahutait vite. Hein. Voilà. Pour revenir au rallye, de toute façon, t'as un tel palmarès qu'on on va pas faire une énumération de tout, mais 92, 93, 94, en gros, tu t'arrives à quoi, 9 titres de champion des rallyes? Oui, pas que de rallye. J'ai un rallye d'en avoir 4 ou 5. J'en ai un rallycross en 1977 avec une Alpine 310 V6. J'en ai un super tourisme avec la 21 Turbo 4 roues motrices en 88. Et au milieu, les autres titres, c'est des titres avec des Clio ou même une année en groupe N avec la 5 GT Turbo, groupe N en 90. En gros, tu fais 9 titres de champion de France, toutes catégories confondues. Oui, voilà. Oui, il y a un petit mélange. Il y a un petit mélange, ouais. Ouais, parce que tu touches à tout. Ouais, j'ai fait des courses sur les speedways à Bercy avec les voitures des États-Unis, là, les midgets. Les midgets, voitures qui marchent au méthanol. Et donc, il y avait les 3 champions des États-Unis, les 3 derniers. Je les ai battus dans chaque manche, sauf la dernière manche où je casse la boîte. Sinon, j'ai gagné tout. Et d'ailleurs, ils m'avaient laissé tous leur carte de visite pour que j'aille aux États-Unis pour faire le championnat américain des midgets. Et là, j'avais 50 ans passés. Et là, je me suis dit, je ne vais pas relancer une nouvelle carrière, même si ça ne m'aurait pas déplu. Je me suis dit, je ne vais pas relancer une nouvelle carrière à plus de 50 ans, quoi. Et donc, je n'ai pas accepté l'invitation, même si ça aurait été sympa. Parce que le seul truc que j'ai toujours regretté de ne pas faire, pour le public, enfin pour les gens qui regardent la télévision, c'est pas très spectaculaire, mais ça allait dans la réalité. C'est les courses de NASCAR. NASCAR, c'est les voitures, les grosses berlines américaines qui sont pas très maniables, mais
qui sont à des moyennes aux alentours de 280, 300 et plus sur les circuits. Et j'ai toujours aimé l'ambiance américaine. Elle, par rapport aux courses européennes, l'ambiance américaine est toujours restée sympathique. Le contact avec le public, il est toujours là. L'ambiance entre les pilotes, elle est toujours là. Même si de temps en temps, on s'engueule parce qu'on s'est accroché avec un autre. Surtout en NASCAR, ça doit arriver souvent. Voilà, ça arrive. Ça doit arriver très souvent. Et des fois, il y a des beaux crashs. Et donc, le seul regret, des fois, certains journalistes me demandaient qu'est-ce que je regrettais. Je dis rien du tout, sauf peut-être faire un peu de NASCAR à une époque. Voilà. Tu peux toujours, hein, si tu veux. Ouais, je serais le plus vieux corbillard en NASCAR. Et parce que je t'avais posé la question quand on préparait l'épisode, comment t'expliques le fait qu'il y ait eu cette telle relation de fidélité avec Renault? Et tu me disais que tu avais été un peu courtisé par Peugeot aussi, à l'époque, Jean Todt, mais que tu n'étais pas forcément fan, je crois, humainement parlant, de Jean Todt et de la vision qu'il avait du sport automobile. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. Surtout ça, parce que quand il m'a proposé, à l'époque, Renault m'a dit, écoute, nous, Renault, on te propose des courses, mais pas de championnat du monde complet. Quelques champions de France, champions d'Europe ou 2 ou 3 champions du monde, mais pas plus. Parce que tu n'as jamais eu de titre de champion du monde des rallyes? Ah non, j'ai gagné des courses champions du monde. Ouais, c'est ça, mais tu n'as jamais pu faire un championnat parce que Renault ne faisait pas le championnat. Ouais. Donc, on a gagné 2 fois la Corse et 1 fois le Monte-Carlo, qui étaient des épreuves champions du monde. Par contre, je peux dire qu'en 1981, j'étais champion du monde des rallyes après le Monte-Carlo, puisque c'était la première épreuve de l'année et je l'avais gagnée. Donc, j'étais en tête là. Puis après, on a fait le RAC et on a fait l'Acropole, je crois. On a dû la faire 3. Et en 87, on en a fait 4 ou 5 avec la Renault 11 Turbo, où je terminais 4e du championnat du monde des rallyes en ne faisant que 4 épreuves sur 14 ou 15 épreuves. On finit 4e du championnat. Et donc, j'attends Renault m'a dit, si tu veux y aller, vas-y, parce que nous, on peut pas suivre, quoi. On pourra pas suivre, on fait pas ça. Renault, à cette époque-là, c'était Le Mans, c'était la F1, et beaucoup de moyens financiers allaient sur la F1, donc le championnat du monde des rallyes, c'est trop cher aussi. Hein. Quand on fait que le championnat du monde des rallyes, ça coûte pas un bras, ça coûte 2 bras. Ouais. Et donc, Jean-Claude me contacte, j'y vais, comme ça on discute un peu. Et dans la discussion, il me dit, voilà, combien tu veux? Je dis, je veux la même somme que Harry Vatanen, qui était le pilote qui avait déjà signé. Et il me dit, non, c'est pas possible. Il m'a dit, parce que Vatanen va gagner telle épreuve et telle épreuve et telle épreuve. Et donc, ou des places secondes, 3e, sur la totalité du championnat, Vatanen sera champion du monde et toi, non. Et donc, je te propose la moitié de la somme de Vatanen. Alors, je ne vais pas parler de la somme, mais en plaisantant, parce que ça m'arrangeait de plaisanter, en plaisantant, je lui ai dit, voilà, avec ce que tu me proposes, ça paye à peine mes impôts de Renault cette année. Ce qui n'était pas la vérité, bien sûr. Mais ça me faisait plaisir de lui dire un petit peu un truc comme ça. C'est pour être un peu insolent, quoi. Voilà, ouais. Et puis après, il m'a dit, tu me donnes une réponse. Et je ne crois pas lui avoir donné tout de suite, mais chez Renault, j'étais bien, parce que Renault me faisait faire un peu de F1 de temps en temps, comme ça, un essai libre. Un peu de F1, ils m'ont fait faire Le Mans, ils m'ont fait faire des championnats de voiture de super tourisme, ils m'ont fait faire plein de trucs qui me plaisaient, parce que moi, comme j'ai toujours dit, la priorité c'est de m'amuser au volant d'une voiture. Après le titre ou les titres, c'est secondaire, parce que j'ai toujours dit que j'avais 3 priorités. La première, bien sûr, si on doit le mettre dans l'ordre, c'est gagner des courses pour mon employeur, Renault. La deuxième, c'était de faire plaisir au public, d'amuser le public. Et la troisième, me faire plaisir moi. Ça, c'était, au départ d'un rallye, c'était les 3 objectifs les plus importants. Ouais, mais si tu étais franc, s'il n'y avait pas le discours par rapport à l'employeur, tu dirais peut-être en premier, t'amuser au volant, tirer des freins à main. En deuxième, faire plaisir aux spectateurs. Et en troisième, faire plaisir à ton employeur, non? Ouais, mais on va dire qu'on met tout ça dans un sac, on remue. Et puis là, on ne sait pas ce qui va sortir en premier. Mais justement, par rapport à ça, tu as énormément de fans. Tu es sûrement un des pilotes. On parlait d'Harry Vatanen. À mon sens, vous êtes sûrement les 2 pilotes qui ont la cote d'amour la plus importante.
toi, par ton style, t'as toujours régalé tout le monde, quitte à exagérer. Et comment t'as vécu un peu cet engouement du public pour ton style, pour ta personne? Forcément, t'as eu les résultats, mais ça va plus loin que ça, en fait. Bah oui, enfin, je savais que dans mes fans, j'ai des jeunes, très très jeunes. C'est incroyable. Alors, je sais que s'ils sont fans de Jean Ragnotti, c'est parce que leurs parents leur ont parlé de moi. Hein, leur ont parlé de moi, puis leur ont fait voir des vidéos, leur ont fait voir des trucs. Donc, j'ai des jeunes moins de 10 ans, qui sont des fans de Jean Ragnotti. Et après, j'ai des gens qui ont 20 ans de plus que Jean Ragnotti, c'est-à-dire qui ont, dans les 90 passés, parce qu'eux sont venus me voir quand ils avaient 50 ans et que moi, j'en avais 30. Ce qui paraît logique que s'ils sont toujours vivants, ils connaissent toujours Jean Ragnotti. Puisque Jean Ragnotti a couru jusqu'à... enfin, j'ai fait de la course officiellement jusqu'à 51 ans. Et j'ai continué de faire des 94, c'est ça, hein? Non, 96. 96, ouais. 96, ouais. J'ai arrêté fin 96. Et après, à partir de 97, ça a été... j'ai eu un rôle d'ambassadeur, useur de pneus. Ouais. Ça, tu sais bien faire, user des pneus. Hein. Ouais. Ça, tu sais faire, c'est clair. Ouais. 15 minutes les pneus, avec toi. Un train de pneus neuf, 15 minutes, ouais. Et comme dans les week-ends des World Series, je faisais 4 fois 10 minutes. Donc, ça faisait au minimum de train de pneus. Ouais. Mais je pense que tu es le pilote, par contre, ça j'en suis quasi sûr, qui a dû signer le plus de carrosseries au monde, peut-être. Oui, parce que là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je continue encore. Hein. J'en ai fait encore là, au départ du Tour de France Auto sur une Renault 5 Turbo où j'étais un peu le parrain également, mais j'ai signé sur la carrosserie. C'était la voiture où les deux pilotes sont des greffés du cœur et c'est la voiture qui représentait faisait la pub pour les dons d'organes. Et elle a terminé la course, et donc on est très content. Et donc j'ai signé sur le toit, sur le capot. Mais des voitures que j'ai signées jusqu'à il y a encore un an ou deux, j'en ai signé beaucoup. Parce que tu continues à faire des démonstrations pour Renault jusqu'en 2018, c'est ça? Tu continues à faire tes 360 à plus de 200? Jusqu'à fin 2019 et les 360 jusqu'à fin 2018. Ouais. Fin 2019, j'avais des problèmes de dos un peu plus importants. Et donc, voilà, j'en ai fait encore. J'avais fait une explication de mon 360 en vidéo, parce qu'on a fait une vidéo où j'explique, ils avaient mis des caméras un peu partout, où j'explique comment je fais un 360 à grande vitesse, et surtout que la voiture se retrouve en ligne prête à repartir, quoi. Parce que faire des têtes à queue, des trucs comme ça, on peut en réussir, c'est sûr, mais le plus vite, le 360, le plus vite que j'ai fait, c'est au Nürburgring en 2010-2012, par là. Je l'ai fait à 206 km/h. Et quand la voiture était en marche arrière, l'air est rentré dans l'habitacle et ça fait envoler toutes les vitres. Enfin, c'est des vitres en plexi. Hein. Donc, la dépression, elles sont tombées dans l'habitacle. Et là, c'est la dépression. L'air n'est pas rentré par un endroit normal, quoi. Ouais, voilà. Ouais, la voiture n'est pas étudiée pour ça. Donc, voilà, elle n'est pas étudiée pour ça, ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Et il y a eu ça, il y a eu plein de voitures, dont le fameux Espace V6, F1. Non, F1, pas F1, V6, pas V10. V10. Et parce que ça, avec le moteur 3.5 d'Alain Prost quand il est champion du monde en 95, je crois. On en parlait en off, mais t'es une des seules personnes au monde avec Alain Prost et peut-être 2 ou 3 personnes moins connues qui ont pu conduire cet Espace F1. Il y a toute une procédure pour l'allumer parce que c'est une F1. Enfin, ça a toutes les caractéristiques d'une F1 dans un espace, dans un Renault Espace. C'est quoi un peu les sensations que tu as de conduite quand tu te retrouves au volant d'un tel engin? Alors, l'impression, c'est la même que dans la F1 de Prost quand j'ai conduite après sa victoire en championnat du monde, au Paul Ricard. Et quand j'ai conduite, alors les impressions sont les mêmes quand tu... Première, deuxième, troisième, quatrième. Quand tu arrives jusqu'au bout des vitesses, c'est la même. Le freinage, à peu près le même. Un peu moins, mais un peu, pas loin. Et par contre, c'est moins bien tout ce qui virage en seconde ou en troisième. Parce que le centre de gravité de cet espace est quand même un peu haut par rapport à la F1. On n'a pas les appuis aérodynamiques qu'il y a sur les F1.
Donc, dans le serré, c'était moyen, on va dire. Moyen, mais dans le rapide, et le bruit du moteur, parce que le moteur était derrière Incroyable. derrière nous, là. Il était derrière. À une époque, ils avaient même mis des sièges à l'arrière. Et puis, ils les ont enlevés parce qu'ils se sont dit, si le moteur il explose, il y a bien une bielle qui va traverser qui va arracher une jambe d'un passager. Et non, je plaisante. Et c'est pas en sécurité qu'ils ont enlevé les sièges derrière, mais le moteur était derrière. Alors, on est obligé en plus, les vitres fermées. Toutes les vitres sont fermées. Alors, quand F1, des vitres, il n'y en a pas. Hein. Il hurle le moteur, il hurle à la mort. Ah ouais. C'est incroyable. C'était 18 000 et quelques tours à l'époque. Hein. C'est fou. Et tu vois, je t'en parlais parce que récemment, il y a des youtubeurs, je sais pas si tu les connais, qui s'appellent Pierre et Sylvain, d'une chaîne qui s'appelle Villebrequin, qui ont fait un épisode sur l'espace F1 pour expliquer un peu toute l'histoire de cette voiture complètement folle. Et en gros, ils expliquaient dans leur vidéo que potentiellement, même si la voiture était sortie du musée, parce qu'elle est actuellement au musée Renault, ce serait compliqué de l'allumer parce qu'il y a une telle procédure qu'il faudrait retrouver les ingénieurs spécifiques pour la démarrer. Alors la voiture, elle est depuis maintenant quelques années, elle n'a pas roulé. Je pense même que le fait qu'elle n'ait pas roulé pendant pas mal d'années, il faut le moteur, il faut peut-être le réviser. Et donc elle est chez Matra parce que la voiture est en partie Matra. On va dire elle est autant Matra que Renault. Parce qu'à l'époque, l'espace c'était Matra Renault. Voilà. Et donc, il y a très très longtemps qu'elle est là-bas. Il y a deux modèles. Il y a un autre modèle qui est un modèle maquette, mais lui, il est chez Renault, au service Renault classique. Et bien sûr, il ne roule pas. S'il y avait un salon, un endroit où le mettre, il serait là-bas. Et alors donc, cette voiture, il fallait des spécialistes moteurs et des spécialistes boîte. Parce qu'il fallait, avant la mise en route, il y avait une mise en route qui était très longue parce qu'il fallait chauffer, il fallait que l'huile moteur et l'huile de boîte aient à peu près la même température et en tout cas, il fallait la chauffer pendant, on va dire, 10 à 15 minutes avant de mettre le moteur en route. Et une fois que toutes les températures étaient favorables, alors il faisait venir des gars de la F1. Renault, parce que la voiture était à ce moment-là, elle était avec Renault classique, ou Renault Histoire et Collection, qui était juste avant Renault Classique. Et donc, la voiture était là. Ils faisaient venir des gens de chez Renault, la F1, ils leur prêtaient les spécialistes facilement. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que c'est devenu de plus en plus pointu. Et donc, ils ne peuvent pas larguer des gars à droite à gauche comme ça. Les gars, c'est au boulot. Ouais, donc en gros, concrètement, si un jour elle doit sortir pour rouler, il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne raison parce que ça mobilisera pas mal de monde. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Et donc, ces gars-là la mettaient en route. Et puis après, la dernière fois où j'ai roulé avec, c'est sur les pistes d'essai au nord de Paris. Nom de chien. Au nord de Paris, il y a des pistes d'essai Renault. Et il y en a aussi à Aubevoie, à l'ouest de Paris. Mais donc, sur ce circuit privé, j'ai pu rouler pendant un moment. C'était pour la remettre en route. En réalité, c'est pour la remettre en route pour que toutes les pièces, voir si toutes les pièces fonctionnaient encore normalement. Et après, je ne sais pas à quel moment il a été décidé de la renvoyer chez Matra et qu'elle y reste. Mais j'ai peur que s'il y a un jour un retour de cette voiture-là, que ce soit un peu compliqué quand même. Ouais, je pense que ça sera compliqué. Ouais. En tout cas, toi, tu n'as plus de voiture de course, de rallye à proprement parler. Ni une Clio Ragnotti qui porte ton nom, ni une Clio Williams. Je crois que tu avais même une R5 que tu as revendue il n'y a pas longtemps, une R5 Turbo. La dernière, parce que je ne pouvais pas la conduire, je ne pouvais pas l'entretenir bien, il y a plein de raisons qui ont fait que je me suis dit, je vais m'en séparer. Et c'était une Renault 5 Turbo avec laquelle j'avais fait le rallye de Côte d'Ivoire en 82. C'était une groupe 4 ? Groupe 4, oui, une bonne, une vraie. Et donc, elle a été vendue au Salon Rétromobile à Paris par Arcurial. Tout à fait. Ouais. Parce que j'ai rencontré, là où je ne te l'ai pas dit, mais j'ai enregistré un épisode aussi avec Mathieu Lamour. Ah bah oui. Qui donc travaille pour Arcurial et qui dirige un personnage important. Directeur général, tout à fait. Et ça, c'était en 2017, je crois que tu l'as vendu. Hein. Je crois que il n'y a pas 2017 ou 2000... Je crois que c'est 2017. Ouais, 2017. Je crois que c'est 2017. Ouais, c'était février pour le salon de... Voilà.
Et tu vois, alors rien à voir, mais il y a une petite question qui me taraude, mais étant donné que tu es un peu finalement, pour moi, on va dire le patron des 360, des acrobaties, etc., est-ce que un pilote comme Ken Block, l'américain, spécialiste, enfin connu pour les Gymkhana, etc., est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que vous avez déjà échangé? Comment? Oui, je le connais, on va pas dire bien, je le connais. Je le connais, on s'est rencontrés à Goodwood en Angleterre. Ouais. Et nous avions des démonstrations à faire qui étaient à peu près les mêmes. Ouais. Et lui, le seul truc qu'il n'arrivait pas à faire, que je faisais, c'est des 360 sur une route étroite, une route c'est une montée, une colline. Hein. Et donc, il y a un endroit, il y a un petit bout droit, la route, quand la voiture est en travers, les roues avant et arrière sont presque sur le rêve de chaque côté. Et je faisais 360 là en quatrième, à peu près à 130, 140 km/h. Et lui, non, lui il s'arrêtait et puis il tournait sur place, à l'arrêt, ce qui est assez facile à faire. Et donc, de voir que je faisais, parce que j'ai fait le même spectacle de nuit, et lui, et à la fin, je tournais autour de quelqu'un qui était habillé avec une lumière, qui était habillée, et j'arrivais dessus, puis je tournais le museau de la voiture autour de la personne. Et lui, quand il faisait les trucs dans l'herbe, sur le goudron, puis dans l'herbe, il avait calé, enfin, ça s'est pas bien déroulé. Donc après, il m'aimait un peu moins. Parce que tu l'as, entre guillemets, un peu ridiculisé, voilà, sans le vouloir, quoi. Ouais, sans le vouloir, bien sûr. Parce qu'il a fait après il a fait des belles vidéos. Mais celui que je trouve le meilleur, je dirais presque nettement le meilleur, mais parce que là, c'est un peu méchant pour Ken Block, mais c'est Travis Pastrana, qui lui a fait le même style de vidéo, je crois avec les mêmes sponsors, avec les mêmes trucs. Et il est bon, ce mec-là, il est bon, mais je le connais depuis longtemps. Il était bon en moto, il fait des trucs en moto extraordinaires. Il est très très bon. Pour moi, c'est le crack numéro 1. Travis Pastrana. Travis Pastrana, validé par Jean Ragnotti. Voilà. Si on doit donner un peu une conclusion à cet épisode, tu as gardé ton petit côté taquin, ton petit côté dans la rigolade, mais la course, c'est fini. On en parlait tout à l'heure du capture, tu t'es venu me chercher tout à l'heure à la gare, c'est à la cool. Ouais. Mais est-ce que des fois, t'as pas quand même envie de taquiner si l'occasion se présente? Voilà, il n'y a pas longtemps, les gens de Renault sont venus me faire essayer 2 véhicules, donc la nouvelle Alpine, la version S, qui la 110S. Ouais, qui est quand même, qui marche très fort. Et puis le capture hybride. Donc on est parti sur les petites routes là. Et puis comme j'ai vu que les petites routes, il y avait de la visibilité, qu'il y avait quelques virages, ben, le photographe qui était à côté de moi, le photographe de Renault qui était à côté de moi, je l'ai un peu impressionné. Enfin, il me l'a dit. Il a dit après qu'il ne s'attendait pas à ce que je roule comme ça. Et donc j'ai réattaqué pendant 3 km sur une quinzaine de virages, quoi. Pas plus. Et petit souvenir, ou dernier souvenir, je ne sais pas, peut-être. Ouais. Et donc, ça a été quand même un des derniers moments. Mais de temps en temps, par exemple, je roule normalement. Mais si je devais partir avec une demi-heure de retard pour aller quelque part, prendre un train ou un avion, je pense que je roulerais un peu vite. Mais je vais peut-être C'est pas autorisé, mais je pense que... Je vais peut-être faire exprès d'être en retard pour le retour, alors. Et t'as pas de chance, il n'y a que de la ligne droite. Et pour finir un peu ce podcast, j'avais une petite question. Par rapport à toutes les autos que tu as pu rouler, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement impressionné ou avec laquelle tu as gardé vraiment un rapport d'affection particulière, tu vois? Ben, c'est-à-dire, il y en a eu plusieurs qui avaient quelques trucs qui me plaisaient, sympas. Par exemple, au début, la berlinette alpine, en maniabilité, en agilité, il n'y a rien eu de mieux. Après, la Renault 5 Alpine Groupe 2, avec laquelle on a terminé deuxième du Monte Carlo 78 au général, elle avait 137 chevaux et on a failli gagner le rallye contre des voitures qui avaient 230 chevaux et plus. Et donc, elle m'a laissé un souvenir impérissable également. Après, il y a eu la période la Renault 5 Turbo, où il y a eu certaines, on a couru de 1980 à 1985, et sur les 5 années,
Sur les 5 années, il y a eu 3 années où la voiture marchait très très bien. On va dire la deuxième année. La première année était pas mal, mais le moteur était trop pointu. C'était le début du turbo dans les rallyes. Et donc, le temps de réponse, quand il y avait de la glace, quand c'était glissant, c'était un peu compliqué. Et donc, la 5 turbo, donc 82, 84, 85, ça a été les meilleures années. Je parle au niveau de la facilité du pilotage. Et avec la Maxi 5 Turbo, la dernière, qui est aux couleurs de Philips, la bleue Philips, avec celle-là, je me suis tellement régalé pendant des années à faire des acrobaties sur toutes les pistes d'Europe que j'en garde un grand souvenir. Et après, on est obligé de passer quand même à la période Clio, de 91 à 95, où avec une voiture qui était 2 roues motrices, on arrivait à gagner au classement général devant les 4 roues motrices. Et au niveau acrobatique aussi, elle était très, très performante. On n'arrivait pas à faire ce qu'on fait avec la Maxi 5 Turbo dans les 360, par exemple, mais sur le gras, sur le mouillé, la voiture, quelquefois, avait des positions très, très spectaculaires et qu'on arrivait toujours à récupérer. Je ne me suis pas vraiment sorti de la route à cause d'une perte de pilotage, quoi. Puis 2 roues motrices, c'est plus fun pour toi par rapport à ton style de conduite. Voilà, et oui, c'était plus facile. Mais donc, j'ai quand même un grand souvenir des 5 années Clio. Ouais. Pour finir ce podcast, Jean, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Pas grand-chose, à part de durer encore un tout petit peu. La santé. Oui, parce que j'ai mon gazon à tondre, là. Ouais. Non, là, on est à la campagne, on est tranquille avec ma petite femme, peinard. Et pour le moment, la santé, on a des petits soucis, chacun de santé, mais ce n'est pas encore le gros souci. On verra plus tard. Bah écoute, en tout cas, Jean, merci beaucoup. C'est juste un moment, là, tu viens de réaliser un rêve de gosse. Et ouais, c'était juste incroyable. Je pense que les auditeurs vont se régaler aussi en écoutant tout ça. Parce qu'il y en a de l'anecdote quand même. Hein. Écoute, et je pense que tu aurais pu en sortir encore des wagons, mais... Oui, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de chaque année de rallye. Exactement. Mais ça fait rien. Et j'espère que tes auditeurs, tes lecteurs vont se régaler. Mais à écouter tout ça. Et puis nous, on a faim aussi, parce que là, on va aller manger. Ah oui. Donc, on va aller se régaler aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jean. Vraiment, voilà. C'était un super moment. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, Jean. Au revoir. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Julien, en titrant ce podcast « A changé mes parcours en voiture », qui écrit « Un grand merci et bravo à Yann pour la qualité de ses podcasts et la qualité de ses invités. Je roule beaucoup et mes trajets sont devenus une partie de plaisir. Merci encore et longue vie à Dans la boîte à gants. » Merci beaucoup Julien, je sais que vous êtes beaucoup à l'écouter en voiture et ça fait vraiment sens. Tant mieux si les trajets sont moins ennuyeux, moins monotones. J'imagine que pour beaucoup c'est des trajets autoroutiers. Et donc forcément ça permet, j'imagine, de s'évader, de découvrir un petit peu plus sur les personnages qui vous intéressent, qui vous fascinent. Et j'en suis très content, donc j'espère que ça va continuer très très longtemps. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la boîte à gants. En effet, à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la boîte à gants et sur votre plateforme de podcast préférée. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis et que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.